Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine. Pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. Et voilà, c'est bon, on est parti, je lance l'enregistrement. Bonjour à tous sur le podcast Biomécanique. Bonjour Chris Weyer, Christophe de ton prénom. Bienvenue sur le podcast. Merci à toi pour l'invitation. Comme je t'ai dit en privé, j'étais surpris que tu m'invites sur ta chaîne, vu les sommités qu'il y a dans tes invités. Étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une toute petite chaîne, je pensais même pas d'ailleurs être connu par toi, donc j'espère quand même que tu arriveras à faire des vues avec ma vidéo. Non, mais alors c'est intéressant. Alors déjà, je cherche pas à faire des vues de manière générale, et surtout encore moins avec ta vidéo, enfin avec la vidéo de manière générale, parce que YouTube, moi, est juste un endroit, et de toute façon, ça va me permettre de le rappeler à tout le monde, est un endroit juste pour montrer que le podcast existe. Certaines personnes préfèrent le regarder en vidéo avec nos visages, bon, pourquoi pas, mais l'unique but de la chaîne YouTube pour les podcasts sont d'avoir accès à l'algorithme YouTube pour avoir des recommandations et pour ensuite dire aux gens, voilà, vous avez vu le podcast sur YouTube, c'est super, un podcast ça s'écoute en audio, donc filez sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Deezer, sur toutes ces plateformes d'audio où en fait vous pouvez écouter les épisodes pendant que vous faites autre chose, pendant que vous faites le ménage, pendant que peut-être pas travailler, mais que vous faites des tâches qui demandent pas une réflexion absolue, et comme ça vous accompagne tout au long de la journée. Donc les vues, je m'en fous un petit peu. Non, ce qui m'intéresse plus, c'est les écoutes. Et au-delà de ça, je sais que il y a maintenant beaucoup de personnes qui écoutent le podcast. Beaucoup, ça dépend, tout est relatif, mais il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui écoutent le podcast chaque semaine, chaque mois. Et c'est pas tant la popularité de l'invité, encore que parce que toi, tu as fait des trucs assez intéressants, mais c'est surtout que je trouvais que ton parcours, j'aime bien ta chaîne YouTube, j'aime bien ce que tu proposes, il y a une sincérité. Merci beaucoup. Il y a une naturalité dans un sens, tu vois. Et puis tu me l'as dit tout à l'heure que tu m'as révélé que tu te mettais aucune pression là-dessus, que pour toi c'était vraiment une toute petite partie de tes activités. C'est ça. Donc moi j'ai envie de creuser un peu sur le côté le cosplay. Tu vas pouvoir on va essayer de parler un peu de cosplay aujourd'hui, la cascade, être cascadeur, le stuntman, j'imagine qu'on appelle ça, tu vas me dire. Et un peu l'entraînement là-dedans, parce que ta chaîne YouTube est orientée surtout sur l'entraînement, mais tu as 2 Instagram, dont un qui est orienté uniquement sur le cosplaying. Bon voilà, ça m'intéresse tout ça. Je pense qu'il va y avoir de bons liens à faire entre le physique, l'entraînement et puis toutes ces activités-là. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui te découvrent justement aujourd'hui sur le podcast. Bon, alors bonjour à tous déjà. Donc mon pseudo YouTube c'est Super Chris Coaching. Alors Super Chris, ça vient simplement du fait que comme je fais du cosplay, je porte des costumes de super-héros de qualité cinéma, je précise, c'est pas du Toys R Us. Et donc super, ça fait référence aux super-héros, Superman, et comme c'est un milieu dans lequel j'évolue depuis très longtemps, j'ai modestement pris ce pseudo. J'ai 51 ans, je fais 1m83 pour 85 ou 86 kilos, je sais pas combien j'en suis exactement. Je pratique la muscu nati, je précise, parce que maintenant il faut toujours préciser ça malheureusement. Donc j'ai commencé par les arts martiaux en 1980. Quel âge j'avais ? J'avais 17 ans, donc en 87 ou 88 par là. J'ai pratiqué 15 ou 16 ou 17 ans. Et ensuite, je me suis mis sérieusement à la musculation. J'ai rencontré Gérard Vives, le comédien, sur un tournage d'ailleurs, qui avait une salle du côté de Orly, et j'ai appris les bases avec lui en fait. C'est marrant parce que Gérard Vives, c'est un gars qui m'a été recommandé par, je pense, des auditeurs un petit peu plus, qui sont dans la tranche d'âge au-dessus de 40-50, parce qu'il est par les jeunes de 20 ans, personne sait qui c'est, je pense. Et j'avais discuté un tout petit peu avec lui via son compte Instagram. Et je lui avais proposé de passer sur le podcast, et puis il avait dit qu'il allait regarder, puis il m'a dit qu'il avait regardé, puis ça avait pas donné suite. Parce que je sais que lui, il avait un sacré physique, mais je pense qu'aujourd'hui, il s'est un peu retiré de, je sais pas, la vie publique ou la télé, tout ça, non ? Non,
bon, on va pas faire un podcast sur Gérard, mais il a Non, comment il viendra nous il est en assez, parler s'il veut. il est assez discret sur tout ce qui est entraînement. Même moi, j'ai voulu faire un podcast avec lui. Il m'a dit, je vais réfléchir, machin. Alors qu'on se connaît très bien. Gérard, ça fait 10 ou 15 ans que je le connais. Ok. On a fait énormément de choses ensemble. Il a un château du côté de Nevers où j'ai organisé pour lui 2 marchés médiévaux qui s'appelaient les Légendes de la Vernée. C'est le château de la Vernée. Ça, peut-être que les habitants de Nevers connaissent. Mais il est très occupé avec ça parce que bon, il organise des événements, il fait des mariages, il fait des soirées, etc., etc. Et la vie publique, c'est quand il a des propositions qui l'intéressent. Il a beaucoup travaillé avec Vincent Lagaffe ces dernières années sur le Juste Prix, je crois. Et puis il a fait une émission il y a 2 ou 3 ans qui s'appelait Je suis une célébrité, sortez-moi de là, je crois, sur TF1. Et là, je sais pas. Je suis pas dans les petits secrets. Mais non, mais bien sûr, il est assez discret sur ses entraînements, tiens, tu vois. Oui, c'est, tu sais, je pense qu'on l'a tellement saoulé avec Les Filles d'à côté, la série qu'il a tournée dans les années, je sais plus quelles années c'était, 90, je crois. Où voilà, c'était le mec baraqué, machin. Je pense qu'on lui en a tellement parlé, tellement posé de questions, peut-être que ça l'a un peu saoulé. Bon, je peux pas répondre à sa place là-dessus, mais il est assez discret sur cette partie de sa vie. Mais il s'entraîne toujours, il a un home gym, je me suis entraîné avec lui déjà dedans, il bosse toujours la muscu. Et donc cosplay, entraînement, t'as aussi une carrière, une partie comédien, acting, cascadeur. Ça, parce que je t'ai un petit peu coupé pendant ta présentation, excuse-moi. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Oui, donc, en fait, j'ai pratiqué le Viet Vo Dao pendant, je t'ai dit 15 ou 17 ans, je sais plus exactement. Enfin, je pratique toujours un petit peu, plus ou moins, mais c'est vraiment la musculation maintenant qui est mon fer de lance. Et je faisais déjà beaucoup de casting à l'époque. J'ai commencé le casting vers, je sais plus, 18-19 ans. Donc au début, j'ai fait de la figuration, ensuite des silhouettes. Des silhouettes, là, j'ai rencontré des régleurs de cascade, puis j'étais super intéressé par ça parce que moi j'étais un fou des films Bruce Lee, Jackie Chan, et je voulais travailler là-dedans. En plus de mon métier, parce que je précise que j'ai un métier à côté, tout ce que je parle là, c'est mes activités artistiques. Et j'ai commencé par faire un tournage en cascade. C'était mon premier tournage, c'était Une femme d'honneur, la série. Ah ouais. Ensuite, j'ai enchaîné. Comme je te disais en off, j'ai pas tourné dans James Bond et ce genre de choses. C'est vraiment des petites cascades, des petites scènes de baston. J'ai aucune prétention autre. Je vais pas faire des cascades en voiture, en moto. C'est pas du tout mon truc. Je laisse ça aux professionnels. Puis c'est un métier à part d'ailleurs. Et de fil en aiguille, j'ai fait d'autres castings pour des films plus importants. J'ai eu la chance de tourner avec Jet Li dans Danny the Dog, où j'ai fait une petite scène de baston avec lui, où il m'a défoncé l'épaule d'ailleurs. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, alors Jet Li, faut savoir, il y a toujours une doublure avec lui. On répète avec sa doublure, et ensuite on travaille avec lui. Donc la scène, il m'étrangle, il me frappe plusieurs fois l'épaule, tu vois. Voilà, donc on fait la répétition, on fait la scène 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis à la fin, je chantais plus mon épaule. Enfin, j'avais un hématome énorme. Et nous, par contre, fallait surtout pas toucher Jet Li, quoi. C'était Mais la consigne. Les coups sont portés. Ils sont retenus les coups, mais au bout d'un moment, quand tu répètes quelques coups comme ça, que tu fais la scène 3, 4, 5 fois, les coups, tu commences à méchamment les sentir, quoi. Tu vois, même si t'as des protections, même si le coup n'est pas réellement porté à pleine puissance, sinon il m'aurait défoncé. Mais j'avais un énorme hématome bleu. Non, d'ailleurs, c'est à l'épaule gauche. Et même lui, d'ailleurs, vu après, j'ai été massé par Jet Li quand même, modestement. Après, j'avais fait une photo, puis j'avais mis sur mes réseaux fait par Jet Li. Voilà, bon, c'était ma petite fierté, tu vois. J'avais un petit souvenir sympa de ce tournage. Et attends, comment t'es arrivé dans ce film-là? Comment ça se passe? Tu fais un casting parce qu'il recherche. En fait, c'est un régleur de cascade qui a parlé de moi à un autre régleur de cascade qui lui a dit qu'il y avait un gros casting. Il y avait plus de 200 personnes, je crois, qui étaient castées un jour sur Paris, sur la plaine Saint-Denis, je crois. Et sur les 200, ils ont gardé 40. Et sur les 40, ils ont gardé une quinzaine, je crois. Et j'ai eu la chance de passer toutes les étapes. Je m'étais entraîné comme un fou. Ah ouais. Jour et nuit, ouais. Là, je voulais absolument faire ce casting. Comment tu t'entraînes? Un jour, on m'a appelé, on m'a dit, tu tournes demain. Ah, putain. Voilà. Et attends, comment tu t'entraînes pour ça? Comme je te disais, j'ai pratiqué le Viet Vo Dao et c'est un art martial qui est extrêmement complet parce que tu apprends à la fois le pied-point, tu apprends la lutte, tu apprends à chuter, tu apprends le maniement des armes, tu apprends vraiment tout. Et simplement, je répétais
Enfin, je faisais des chutes, je travaillais mes assouplissements à fond, je faisais des sauts, on faisait beaucoup de sauts de main, des ciseaux à la tête, c'est la spécialité du Viet Vo Dao d'ailleurs. Bah, beaucoup de cardio, j'ai fait beaucoup de cardio pour être sûr de tenir le rythme. Alors, il faut savoir que j'ai tourné une demi-journée avec Jet Li, j'ai pas tourné sur tout le film, c'est juste une petite scène. Mais je crois qu'en une après-midi, j'ai fait ce qu'on aurait fait en 3 jours sur une série française, quoi. Ah ouais, ça dépote, quoi. Ça enchaîne. Bah, par exemple, dans Une femme d'honneur, j'avais juste un coup à mettre, un coup à prendre. On a répété, je crois, 1 ou 2 journées, puis on a tourné le 3e jour, tu vois. Là, Jet Li, en 3 heures, c'était torché, quoi. Puis il y avait beaucoup plus à faire, donc c'était assez soutenu. L'ambiance était un petit peu tendue quand même. Et Pourquoi tendu? Il fallait que ça aille vite, et puis ce qu'il y a, c'est que je me souviens au début, je répétais avec la doublure, et quand Jet Li arrivait, ce que je faisais avec la doublure, Jet Li soit se retournait plus vite ou différemment, et ça collait pas toujours, donc il fallait refaire, puis Jet Li, à un moment donné, s'énervait un petit peu quand même, ça peut être compréhensible, mais quand t'es habitué à travailler vachement longtemps, à répéter, puis là tu répètes une fois et tu fais le truc, ça surprend un peu quand même, tu vois, même si tu t'es vachement entraîné. Et quand je dis c'était tendu, c'était pas non plus... tu sentais qu'il fallait pas traîner, quoi. Et comment t'expliques la différence qu'il y a entre Une femme d'honneur et Jet Li, et Danny the Dog? C'est quoi? C'est le budget? C'est la mentalité? Non, c'est la mentalité chinoise. C'est Louis Leterrier, je crois, qui réalisait. Et ce jour-là, c'était un autre réal, enfin, c'est un autre gars qui était là, quoi. Une équipe chinoise. Et ils vont très vite, faut que ça aille très vite. C'est le rendement, quoi. Ok. Voilà. Et eux sont habitués à travailler comme ça, mais c'est une habitude à prendre, je pense. Mais ouais, c'est marrant. Et alors Jet Li dans la vie, il est comment? Enfin, dans la vie. Tu sais, je l'ai vu qu'une après-midi. Il était sympa. Il t'a pas trop. J'étais surpris de voir que quand tu voyais pas sa gueule à l'écran, en fait, il se faisait doubler par un gars. Tu vois, il faisait pas plus chier que ça, quoi. C'est-à-dire quand le mec m'étrangle de dos, c'est sa doublure, et quand la caméra tourne et on voit le visage de Jet Li, c'est lui qui vient finir le mouvement, tu vois. C'est ce qui m'avait surpris. C'est fou, ça. Alors, je suis pas en train de te dire Jet Li est pas bon, loin de là. J'ai un énorme respect pour lui, mais ce jour-là, en tout cas, sa doublure était vachement présente, quoi. Ouais, non, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Mais de toute façon, j'ai déjà entendu, on entend ça souvent, que la star arrive. Je crois que c'est Depardieu aussi. Il arrive juste pour la scène qui doit tourner, où on voit son visage, et ensuite il se casse, quoi. Et puis. Après, non, il était pas désagréable du tout. Puis je te dis, à la fin, quand il m'a vu que je lui ai montré le bleu que j'avais à l'épaule, il s'est marré, puis il a massé un peu, voilà, c'était. Mais non, c'est juste l'ambiance tournage qui était assez speed. Et le film est pas extraordinaire. Ça fait plusieurs fois et en plus, ma scène est dans les bonus, tu vois, donc. Putain, t'apparais même pas dans la version. J'apparais dans le Blu-ray, mais dans les bonus. Je l'ai mis sur ma chaîne d'ailleurs, je crois, la scène. Ouais, je l'ai pas vu. T'es crédité dans le film à la fin? Oui. Christophe Weyer à la fin, dans Les Cascadeurs. C'est ton vrai nom, Weyer, ou c'est? Ouais, c'est mon vrai nom. Ouais. Ok, ça fait quand même vachement américain. Je trouve que c'est un nom parfait pour, je sais pas, pour ta chaîne YouTube. Je me suis dit, on dirait un nom qui a été, ah non, du tout, c'est autrichien, allemand. C'est pas du tout américain. Ok. Et alors, tu m'as dit que tu avais un autre métier à la base. On va pas développer là-dessus. Mais tout ça, c'était ta partie artistique. Artistique, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu bosser dans le cinéma. Je fais des illustrations aussi. Enfin, on aura l'occasion d'en parler, mais pécuniairement parlant, vu le peu que je faisais, ça rapportait pas assez. Donc, je suis rentré. Mon vrai métier, c'est policier. Je l'ai jamais dit sur ma chaîne, j'en ai jamais parlé, et je m'étendrai pas là-dessus parce que je travaille dans un état-major. Voilà, bon, c'est assez sensible. Donc, j'en dirai pas plus. Okay. Et en dehors, j'ai ces activités artistiques que je peux faire, qui sont déclarées et tout. Il y a rien de tout est parfaitement réglo. Mais je me voyais pas faire une seule chose dans la vie, quoi. Tu vois, moi, il fallait que je remplisse ma vie avec toutes mes passions, le dessin, le cinéma, que sais-je encore. Enfin, je sais plus. Pour rester jeune, faut être curieux et passionné, quoi. J'ai 51 ans et je me sens autant passionné, investi que quand j'en avais 20, tu vois. Et alors, t'as commencé par quoi C'est quoi qui t'a intéressé? C'est le cosplaying? C'est le cosplay. Oui, le cosplay. Parlons-en.
Avant de vous laisser poursuivre cette vidéo, je fais une petite pause de quelques secondes juste pour vous rappeler que cet épisode est disponible en format podcast, donc audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez donc le retrouver en entier et profiter de tous les épisodes du podcast Biomécanique ailleurs que sur YouTube. Ça vous permet d'écouter le podcast dans votre voiture ou les transports pendant vos déplacements, lors de vos entraînements, lors de vos repas si vous êtes tout seul, ou bien avec toute votre famille, bien évidemment. Mais également pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites le ménage, ou même sous la douche. Bref, tous ces moments où vous n'êtes pas obligé de rester derrière un écran. Ça fait des années que j'écoute moi-même des podcasts uniquement sur ces applications, et croyez-moi, ça a changé ma façon de consulter du contenu. Donc faites-moi confiance, foncez sur les plateformes d'écoute, vous le regretterez pas. Le cosplay, en fait, ça vient d'un jour où j'ai fait un marché médiéval à Provins. C'est à 100 km de Paris à peu près. C'est un très gros marché médiéval. Je crois que c'est le plus gros d'Europe, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Et j'étais habillé en Conan. Bon, j'avais pas la masse de Schwarzy, loin de là. Je sais pas. Mais bon, voilà, ça le faisait avec la perruque, tout ça. Et des mecs m'ont dit, putain, il est bien ton cosplay. Et j'avais jamais entendu parler de ce truc-là, quoi. Puis un jour, je vois salon cosplay. C'était Paris Comics Expo à Porte de la Villette. Donc j'y retourne en Conan encore, et là je vois plein de super-héros, des Superman, des Spider-Man. J'ai putain, mais ça existe ça, c'est génial quoi. Avec des vrais beaux costumes, toi, pas les trucs de carnaval quoi. Puis petit à petit, je me suis investi là-dedans. Je fais faire mes costumes sur mesure par une ou plusieurs sociétés qui sont spécialisées là-dedans. C'est-à-dire que c'est des costumes de qualité cinéma. C'est-à-dire j'ai un costume de Batman, c'est exactement celui de Ben Affleck. Toi, j'ai le dernier costume de Spider-Man, c'est pareil, c'est le même tissu, les mêmes voilà. Bon, c'est un budget, c'est un gros budget. Mais comme c'est-à-dire, ça représente quoi en termes de budget? Batman, c'est 3 000 €, tu vois, par exemple. Même. Mais donc, j'ai monté ma micro-entreprise et grâce à ça, j'ai des contrats. J'ai bossé pour Sony, j'ai bossé pour Orange, pour des grosses soirées, des avant-premières, des événements. Et bon, ça permet de me faire rembourser, on va dire, les costumes. Attends, quand tu dis tu bosses pour Sony ou des événements, c'est en tant que quoi, que cosplayer? Cosplayer, ouais, exactement, ouais. Par exemple, Sony a besoin d'un Spider-Man c'était une sortie de téléphone, le Xperia, je ne sais lequel. Puis ils voulaient faire un gros truc en grande pompe avec tous les VIP Sony qui étaient là. Puis moi, j'arrive sur scène en Spider-Man avec la musique à fond et tout. Les gens font des photos. Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Et Wolverine. Une fois, je m'étais laissé pousser la barbe. Et on m'a dit, t'as vraiment des airs à Wolverine. Donc j'ai vraiment travaillé le personnage, à tel point que plusieurs sites de cosplay m'ont déclaré, alors je dis sans prétention aucune, meilleur Wolverine parmi tous les cosplayers, quoi. Et donc j'ai été contacté pour faire des fan-films, des courts-métrages, dont un est sur YouTube qui s'appelle Legacy X, que j'ai tourné avec ma fille, qui joue X23. Et la suite, on vient de la terminer, là. Je sais pas quand ça sort, d'ici 1 mois ou 2, je crois. Et voilà, donc j'ai fait énormément. J'avais été invité à Paris Manga en tant que cosplayer Wolverine. J'ai été invité sur plein de salons, plein d'événements en rapport avec Wolverine. J'ai d'ailleurs failli rencontrer Hugh Jackman cette année, mais Covid... Dommage. Faisant, l'événement est annulé, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. C'est marrant. D'un point de vue extérieur, je vais dire ce que je pense ou ce que je pensais enfin, j'en pense pas grand chose parce que je connais pas, mais tu sais, le premier a priori qu'on peut avoir sur le cosplaying, on dit comme le cosplay. C'est, on dirait un peu, tu sais, voilà, comme tu l'as dit, quoi, un truc de carnaval comme ça. C'est tiens, ils se déguisent, ils sont mignons. Bon là, quand t'expliques que ça coûte 3 000 € le costume de Batman et que c'est un truc pro, tu te dis c'est peut-être un peu plus sérieux. Ouais. Ça c'est moi, c'est-à-dire il y en a qui ont des cosplays qui s'amusent juste, mais moi comme je le fais en professionnel, je peux pas débarquer chez un client avec un costume dégueulasse, quoi. Le mec qui fait venir Batman, il a vraiment un Batman face à lui, tu vois. Enfin, je parle en costume en tout cas. Tu vois, pour Wolverine c'est pareil, j'ai la même veste, j'ai tout à l'identique. Ce sont des répliques en fait. Des répliques de ce que tu vois au ciné, quoi. Ok. Et je pense qu'aussi ça peut faire penser à ce qu'on peut voir dans les mangas, parce que j'ai l'impression que le cosplay, moi j'ai de suite a priori l'idée, je pense aux mangas, tu sais, ceux qui se déguisent avec les trucs, etc. Et ça fait, c'est surtout les jeunes qui font ça, un peu comme s'ils voulaient se mettre à la place de leur héros favori. Et là t'es en train de me dire qu'en fait il y a un vrai truc professionnel
Là, je le comprends un peu plus, qui est sur des événements qui sont représentés, comme tu dis, par Sony à un moment donné. Ils veulent un Superman, donc c'est pas l'acteur qui va venir faire Superman. Il a autre chose à exactement, c'est ça. Comme ils ont pas le budget pour faire venir l'acteur, ils font venir un mec qui fera le taf, quoi. Ouais, c'est ça. Et je sais pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France de cosplayers? Ouais, de cosplayers. Est-ce que c'est un truc beaucoup, et puis beaucoup qui ont bien réputé. plus de 40 ans aussi, quoi. Surtout, j'en connais plein. On a la chance, enfin, adulte, d'avoir des costumes que nous, quand on était gosses, ces trucs étaient dégueulasses, quoi. Voilà, on a la chance d'avoir l'argent pour pouvoir se payer des. Alors attention, hein, je m'amuse pas à me déguiser pour me promener dans la rue. Je suis pas un débile, hein. Non, parce qu'une fois, j'avais été contacté, pardon, par. Je crois que c'est une émission qui s'appelait C'est mon choix. Ah, ça c'est pas bon, ça. Et ouais, on recherche. Il paraît que vous faites du cosplay, vous faites sosie de Wolverine, machin, tout ça. Et on voudrait vous interviewer sur pourquoi vous promenez dans la vie de tous les jours en super-héros. Je sais pas, stop, je vous arrête tout de suite. Je vais pas venir à votre émission, vous allez me pourrir mon truc, je vais passer pour un gros con. Ouais. Et non, le costume, je le sors juste quand on m'appelle pour un contrat. Je m'amuse pas à me promener chez moi habillé en Superman ou non, c'est vraiment, moi, c'est uniquement professionnel ou pour aller rencontrer des potes dans des conventions. Voilà, on fait des photos avec le public, les enfants, ils font la queue pour faire des photos avec Batman, ils sont super contents, ils repartent avec des étoiles plein les yeux. Voilà. Ou des enfants des hôpitaux, j'ai fait beaucoup de vidéos pour des enfants malades. Les parents me contactent, ouais, il est fan de Wolverine, ou il est fan de Spider-Man, ou il est fan de Superman. J'ai fait plein de vidéos comme ça pour des petits, dont un qui est parti récemment, malheureusement. J'espère qu'avant de partir, il a eu, il s'est dit dans sa tête, ouais, j'ai vu Superman, quoi. Et c'est marrant ce que tu dis là sur C'est mon choix, parce que c'est exactement l'idée que je pense peut avoir un certain grand public du cosplay. C'est ça, c'est le mec qui se prend pour Superman ou j'en sais rien, et puis qui se balade et qui va faire les courses comme ça. On l'a vu beaucoup dans des émissions, j'imagine, comme Tellement Vrai ou ce genre de trucs, tu vois, des mecs qui sont dans leur monde. Et ça a contribué à, je pense, à mener cette image du cosplay l'adolescent qui aurait jamais grandi, tu sais. Ouais, le syndrome de Peter Pan. Non, mais ça, c'est très français, hein. Voilà. Tu vas en Suisse, tu vas en Belgique, il y a un très gros événement qui s'appelle le FACT. Les gens se promènent, quand ils vont à l'événement, ils sont en bus ou en train costumés, et tout le monde s'en fout, quoi. Toi, il y a pas de moquerie, il y a rien, mais c'est très français de tout de suite avoir des préjugés sur des choses qu'ils connaissent pas. Et tu vas dans d'autres pays d'Europe, ou même à Londres, il y a un très gros salon, le Comic Con London. Les gens acceptent beaucoup plus ça, même ils te voient, ils vont faire une photo avec toi, ils vont super machin. Mais en France, non, il y a plus un rejet. Malheureusement, comme dans tout, hein, de toute façon, en France, si tu cherches à percer, on te tire vers le bas. Hein, malheureusement, c'est la mentalité du pays, quoi. Et c'est quoi toi, quel plaisir t'y retrouves, ou pour quelle raison tu fais ça sans forcément aller dans la psychanalyse de est-ce que tu as envie de changer d'identité ou de ah non, pas du tout. Sais rien, non, moi c'est vraiment faire plaisir aux enfants déjà. Je te dis, quand tu vas à une convention, une fois j'avais fait Batman avec la Batmobile, on a vu la Batmobile de Tim Burton. Elle est exposée dans une grande galerie commerciale et je devais finir à 18h, je suis resté je crois jusqu'à 20h parce qu'il y avait une foule de gamins qui faisaient la queue. Je vais non, je reste jusqu'au dernier gosse, quoi. Il était pas question qu'un gamin il passe sa photo, et les enfants ils sortaient de là, ils étaient super contents. Rien que ça, tu dis je fais un truc cool, quoi. Tu fais rêver les gosses, tu fais rêver, je te dis, un enfant qui est malade, qui est fan d'un personnage, tu vas le voir ou tu lui envoies une vidéo, le gamin il est heureux comme tout. Tu vois, c'est pas du tout se prendre pour, non, je me suis jamais pris pour Superman ou quoi que ce soit. C'est un métier, enfin moi c'est un deuxième métier, quoi. Comme un acteur qui joue à Iron Man, il se prend pas pour Iron Man, il fait son truc et puis il rentre chez lui, mais moi c'est exactement pareil. Et ça demande quoi alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a des compétences particulières? Est-ce que toi, t'as remarqué que il faut incarner un minimum le personnage. Alors ça dépend pour quelle raison tu fais le cosplay. Si c'est juste pour aller en convention, tu t'en fous, tu te costumes, voilà. Mais moi, comme je le fais de façon professionnelle, je vais pas arriver en Batman et arriver en faisant le con, quoi. Batman, il est sérieux, machin, il est austère, voilà. C'est ce qu'on appelle le roleplay, c'est-à-dire t'as le costume, le cosplay, et le roleplay, c'est que tu incarnes le personnage dans le costume. Faut avoir un minimum de sens d'observation, un peu de comédie, mais bon, c'est pas non plus une comédie théâtrale, mais faut savoir incarner le personnage. Je vais pas m'amuser à me costumer dans un truc où je sens pas le mec, quoi. Tu vois, par exemple, Deadpool me saoule au plus haut point. Je vais pas faire Deadpool parce que j'aime pas ce personnage. Pourquoi? Trop vulgaire?
Non, c'est l'exubérance. Il y a énormément de. Alors, il y a des très bons cosplayers Deadpool, mais il y en a tellement qui viennent me casser les couilles en convention quand je suis en Wolverine que j'ai eu une overdose de Deadpool. Comment ça, régulièrement, je les envoie chier en convention parce ils jouent la vulgarité extrême, tu vois. Et bon voilà, moi je déteste la vulgarité en plus. Et bon voilà, bon bref, je parle de Deadpool, j'aurais pu en prendre un autre, mais je choisis qui je vais incarner en personnage. Après, je le propose parce que je bosse avec plusieurs agences. Donc, je leur dis, voilà, là, je viens de finir Dark Maul et le Mandalorian, j'ai terminé l'armure. Donc, ils savent que s'ils ont besoin d'un Mandalorian ou d'un Dark Maul, ils savent que je suis dans la liste et ils m'appellent, quoi. Ok, donc ça veut dire que tu fais tu participes à la création de tes propres cosplays. Ouais, le Mandalorian, je l'ai peint intégralement. Je fais imprimer les pièces et je le peins. Par exemple, Batman, non, je peux pas, non, j'ai tout fait faire. Spider-Man, pareil. Ça veut dire que tu as plusieurs personnages et à chaque fois quand tu rajoutes un costume, c'est-à-dire que tu rajoutes un personnage à ta bibliothèque de personnages. Exactement. Et tu vas dire bon voilà, il y en a un de plus que je suis capable de faire. Et comme ça, au fur et à mesure du temps, tu vas essayer de te construire tout un catalogue de personnages. Ouais, bah là, plus de contrats. Ça va être bon. J'ai essayé de toucher un peu à tous les milieux, c'est-à-dire comics, enfin DC, Marvel, Star Wars. Et voilà, je vais tourner autour de ça. De toute façon, c'est toujours les mêmes personnages qu'on me demande. Hein. C'est Spider-Man ou Batman le plus souvent. Même je fais des anniversaires des fois, les gamins ils veulent tout Spider-Man, quoi. Ah ouais. Et t'arrives à faire la voix de Batman ? La voix de Batman, non. Non, mais il existe un modulateur de voix. Je pense que j'investirais dedans, un de ces quatre. Ah ouais. Un truc que tu places sur ton cou là, que tu mets à ta ceinture. Ouais, c'est ça qu'il utilise peut-être dans le film. Exactement. Oui, ouais, c'est ça. Bon, dans le film, après, c'est trucs en post-production, mais il y a un mec qui les a fabriqués réellement. Ok, c'est marrant. Et Spider-Man, Ok, donc c'est pareil, c'est un costume que tu mets. Tout est sur mesure. Hein. Tous mes costumes sont sur mesure. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Et lequel tu préfères, toi, incarner ? Ça, vraiment, ça dépend de mon humeur déjà. Ça dépend de. Ça varie, hein. Mais j'aime beaucoup faire Spider-Man parce que bon, il y a énorme succès auprès des enfants. Et des costumes comme Batman sont très très désagréables à porter, faut le savoir. Je pense que Batman, en vrai, il pourrait pas exister parce que au bout de 5 minutes, t'es en nage. Il fait extrêmement chaud dans le costume. Spider-Man, tu vois pas très bien à travers les lentilles. Enfin voilà, il y a toujours un petit défaut qui fait que celui que je préfère faire, c'est Superman parce que j'ai ni gants, ni casque, ni masque, ni quoi que ce soit. Wolverine, les griffes me font super mal aux mains. Enfin voilà, il y a toujours je dis la petite malédiction du costume, quoi. Comment ça, elles te font mal aux mains ? C'est parce que c'est des griffes. Pour aller voir sur mes pages Insta, on les voit. Hein. C'est-à-dire, c'est une poignée que je mets dans la main et elles sont réglées à la forme de ma main de l'autre côté, tu vois. Et quand je serre, le bord de la griffe appuie sur la peau. Ouais. Mais quand tu as un contrat, que tu restes 2-3 heures comme ça sur scène, machin, à la fin, t'as mal aux mains. Ouais. Ça fait super. Il y a pire que ça comme douleur, mais il y a toujours un truc désagréable dans un costume. C'est marrant, il y a pas si longtemps, j'ai vu une espèce d'interview sur des questions qui étaient posées par des journalistes à des acteurs et actrices qui étaient, enfin surtout des actrices d'ailleurs. C'est évidemment une vidéo à charge. Sur des questions qui étaient peut-être un peu déplacées et puis dans l'un de ces extraits, il y avait un journaliste qui demandait à Scarlett Johansson qui était dans un des derniers Avengers là, qui avait un costume, qui lui demandait est-ce que votre costume est confortable, est-ce que vous portez quelque chose en dessous, et elle s'énerve un petit peu en disant c'est incroyable, tout le monde me pose cette question, et puis tu sais, elle est un peu agacée, ce qui peut se comprendre si ça fait 200 fois qu'on lui demande si elle est à poil sous le truc, ça peut être un peu gonflant. Bon, après la vidéo était cela dit, je pense que tout le monde se pose la question forcément. De là à la poser, c'est un journaliste, tu me diras. Est-ce que toi t'es à poil? Je vais te la poser à toi, on te l'a peut-être pas assez posé. Est-ce que t'es à poil sous les costumes? Je l'ai senti venir. Non, bien sûr que non. Je suis pas à poil sur les costumes, non. Ok. Est-ce que tu penses que Scarlett Johansson porte des sous-vêtements sous son truc? J'ose l'espérer. En tant que mec obsédé, non, je plaisante. Non, franchement, je pense pas. Non. Bon, on s'en fout. On s'en fout pas, mais on va pas. Enfin, moi, je m'en fous pas, mais on va faire comme si on s'en foutait, comme tout le monde, de toute façon. Voilà, on fait. Ok. Donc intéressant. J'avais d'autres questions, mais je me souviens plus.
Est-ce que, je sais pas, par exemple, tu as déjà eu euh, un film, une production qui t'a appelé, alors tu m'as dit que tu avais fait un court-métrage, mais pour que tu incarnes Superman en tant que, je sais pas, doublure, parce que tu m'as dit que tu faisais t'avais fait un peu de cascade, tu fais du cosplay, est-ce qu'à un moment donné, tu pourrais pas faire doublure pour Batman si jamais il y a une scène qui se fait en France, quoi? Non, j'ai jamais eu. Bah déjà, je pense qu'ils savent pas que j'existe, hein, tous ces gens-là. Premièrement, et puis non, j'ai pas eu l'occasion. Non. Une fois, il y a très longtemps, on m'avait proposé je crois que c'était sur Villefranche-sur-Mer, de faire une doublure de Jean-Claude Van Damme, mais je sais pas pourquoi on m'a demandé à moi. Je ressemble pas du tout à Jean-Claude Van Damme. Et puis ça s'est pas fait, je ne sais plus pourquoi. Mais sinon, non, j'ai pas. Et est-ce que tu penses qu'il y a moyen de, parce que tu fais ça en parallèle, il y en a beaucoup qui font ça, et est-ce qu'il y en a beaucoup qui gagnent de l'argent avec, je sais pas, certains contrats, des événements? Tu m'as dit il y a des agences, donc s'il y a des agences pour ça, c'est que il y a un peu d'argent qui circule, mais pas de ouf non plus. Non, pas de ouf. Non. Moi, je crois que je bosse avec 4 ou 5 agences. Ils ont un budget, on leur dit voilà, il y a une soirée organisée, il y a tant de budget, puis moi, bah, on me paye avec une petite partie du budget, mais c'est pas, je peux pas manger avec ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment histoire d'arrondir les fins de mois, quoi, et de rembourser les costumes. Ok, bon, bah, c'est marrant. En tout cas, on Je a, connais pas de cosplayers. Enfin, peut-être aux États-Unis, il y a peut-être une ou deux cosplayeuses qui en vivent. Parce elles sont à moitié mannequins en même temps. Enfin voilà, elles ont des très gros contrats, mais comme je te dis, en France, c'est pas encore extrêmement populaire. Il y a pas cet engouement. Je connais T'as pas pas de envie d'en cosplayers parler? qui en vivent, quoi. Est-ce que t'as pas envie d'en parler plus, par exemple sur tes réseaux ou Ah bah sur sur ton Instagram, j'en contenu? parle beaucoup. Hein. Autant j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne Muscu, autant sur mes Sur réseaux Instagram, ouais. cosplay. Mais sur des vidéos, tu sais, je sais pas, d'événements, des choses comme ça que tu pourrais mettre sur ton contenu YouTube pour aider à. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce sont les personnes comme toi qui en font et qui sont dans ce milieu-là et qui en plus ont une espèce de une visibilité, tu vois, via leur contenu qu'ils peuvent proposer. Je pense que c'est grâce à ça que ce milieu pourrait être un petit peu plus connu ou pourrait faire parler davantage, tu vois. Bah il y a eu plein d'émissions hein, télé. Hein, je te dis bah non c'est mon Mais, soir entre autres. Hein, je mais parle de. souvent c'est négatif, c'est ça le problème. C'est Ah, souvent voilà. c'est mal représenté. Même des fois, bah souvent j'ai beaucoup fait le Comic Con et t'as toujours Canal Plus ou quoi qui viennent, ils te posent des questions, mais tu sens qu'ils te piquent un peu les mecs quoi. Tu Ouais, vois, et qui tu apprennent. sens pas la passion derrière quoi. Si ce soir bon allez, on va rigoler un peu avec un mec habillé en Superman là-bas. J'ai fait 2-3 interviews comme ça qui sont passées à la télé et tout, mais ça sert à rien. Enfin c'est non, je pense la France n'est pas prête, Jérôme. N'est pas prête. La France n'est pas prête. Bon, c'est dommage. Mais si tu fais une vidéo sur comment s'entraîne Superman ou comment s'entraîne Batman, je sais pas, Ah ça bah pourrait être- en dessous c'est la même personne, donc les entraînements c'est ceux que tu vois sur ma chaîne YouTube. Hein. Ouais, mais tu sais, on adore s'imaginer qu'est-ce que c'est que l'entraînement Batman, Ouais. comment Ben Affleck s'est entraîné pour le film, et puis là on te voit toi en train de faire les mouvements avec le costume, ça pourrait être. Ça Ah pourrait être cool. impossible, non il tient trop chaud. Hein. Là je tombe Ah dans ouais. les pommes au bout d'une demi-heure, c'est pas possible. Ok. Bon, et alors la cascade, comment ça te vient? Ça te vient après ou ça te vient avant le cosplay? C'est quoi le Ah, c'est bien l'historique de avant, tout la ça? cascade, j'avais 19 ou 20 ans, je crois. Le cosplay, ça m'est tombé dessus, j'avais, je sais pas, 35, 36 ans. J'ai fait très tard, hein, le cosplay, hein. Ah ouais. Ah ouais. Bah, j'incarne des personnages qui ont, 1, 2, 3, 4. Des personnages qui ont la quarantaine passée, hormis Spider-Man, tu vois, Ben Affleck, il a pas loin de 50, Wolverine, pareil, puis que sais-je encore. Euh, la cascade, je faisais ça en parallèle quand je pratiquais le Vieux de Vodao. J'ai fait beaucoup de spectacles d'arts martiaux. J'en ai même organisé et chorégraphié il y a très longtemps. Hein. C'était à Paris, Porte d'Orléans, je me souviens. Et ça, je me suis dit putain, j'aime faire ça, quoi, tu vois. Et puis j'ai rencontré un régleur de cascade qui s'appelait Alain Brochery, qui a énormément travaillé sur Une femme d'honneur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'a placé dessus. Qui avait été la doublure de Robert De Niro. Et puis il m'a mis sur un film, puis sur un autre téléfilm, ou puis voilà, puis c'est parti comme ça, quoi. J'en ai pas fait énormément non plus, attention, hein, je veux pas que les gens pensent que. Ouais, mais c'est intéressant. Comment tu fais pour je sais pas, c'est quoi cascadeur exactement? Parce qu'on s'imagine, Bah, tu nous as décrit un peu les scènes qui est de prendre un coup et d'en donner un, mais cascadeur, moi je pense de suite à Tom Cruise, admettons, qui grimpe sur les hélicos, qui fait des trucs. Donc ça consiste en quoi ça exactement? C'est dépend ce qu'on prendre te des risques demande. pour l'acteur? Tu as des cascadeurs spécialisés véhicules, voitures, motos.
Moi, c'était essentiellement les scènes de baston. J'ai fait que des scènes de baston dans tous les films où je faisais des gardes du corps, où j'allais péter la gueule à un mec, où j'allais défoncer un bar, enfin voilà, où j'avais des chutes à faire. On t'appelle beaucoup quand il y a des chutes. Ou quand tu dois mettre un coup sans que ça blesse l'acteur principal. Parce que tu sais qu'ils savent que tu vas contrôler ton coup, quoi. Que tu vas savoir l'arrêter. Ah ouais. Et toi, t'arrives à tomber sans te faire mal. Ah bah, j'ai appris ça pendant plus de 15 ans, donc ça serait malheureux, quoi. Ouais. Mm. Et c'est comment on fait Ah bah, Enfin, non, mais je veux dire, pas non, mais, compter. non, mais je sais, c'est un peu une question bizarre, mais est-ce que, je sais pas, tu te retiens en tombant, il faut tomber sur le côté, pas sur le ventre, je sais pas, des trucs comme Non, ça. tu tombes en évitant que ta tête, ta colonne vertébrale touche le sol, quoi. Ça, si tu fais des roulades, c'est très Ah ouais, compliqué à ouais. expliquer de façon Ok. verbalement, mais déjà il y a tout un travail musculaire avant à faire parce qu'il faut quand même savoir, toi, amortir. Tu amortis, Hmm. voilà, c'est de l'amorti. T'imagines un amortisseur, tes bras servent d'amortisseur, et puis après, tu fais genre tu tombes en te faisant mal alors que t'as rien senti du tout. Ou alors t'as des protections, ce qui fait que ça réduit quand même vachement la douleur, si douleur il doit y avoir. Ok, ça veut dire que t'étais déjà, parce que là, ça fait 25 ans, tu m'as dit que tu faisais de l'entraînement. Je sais pas si tu me l'as dit ou si je l'ai vu. En muscu, j'ai commencé vers Ouais. 28-29 ans, je crois, la muscu vraiment sérieusement. J'en ai 51, donc je sais pas, faut calculer. En match, une vraie là. Et Ah ouais, arts c'est pas grave. martiaux, Viet Vo Dao, j'ai fait de 17 ans à donc 28. Ah, j'ai pratiqué. Alors, il y a une période où je faisais les deux. Je faisais Viet Vo Dao muscu, je faisais 2 entraînements par semaine, mais je l'ai pas fait très longtemps, quoi. Parce que quand t'es passionné, tu te donnes à fond, et quand tu fais ça matin et soir au naturel, je peux te dire que ton corps il te fait vite comprendre que tu vas un peu trop loin. Donc j'ai décidé de me consacrer essentiellement à la musculation pour prendre en masse et puis esthétique pour l'esthétique aussi, parce que quand tu travailles dans le milieu artistique, si on doit choisir 2 personnes, on prendra celle qui aura le meilleur physique forcément, quoi. Hmm. En tout C'est cas marrant dans ce tout à que je l'heure parce fais. que tout à l'heure, quand t'as expliqué que tu faisais de la musculation et t'as dit naturel, et t'as dit, parce que c'est con, parce qu'aujourd'hui, il faut le préciser, Mm. faut le dire. Et je pense que t'as raison, mais t'as rajouté un petit, c'est dommage, je sais plus comment tu l'as dit. Il suffira d'aller réécouter le début de l'épisode. Donc toi, Je t'avais cité Molière, je crois, dans Tartuffe, qui disait les langues ont toujours du venin à répandre. C'est-à-dire dès qu'on voit quelqu'un un peu costaud et parce qu'il a plus de 40 ans, ça y est, forcément il est dopé. J'ai reçu des dizaines de messages comme ça. À la longue, c'est saoulant d'avoir à justifier que le fait non, on peut avoir un bon physique sans être dopé, quoi. Tu vois, les gens pensent qu'à ça. T'avais reçu, je crois, une fois Luis Alberto. Mhm. C'est au tout Euh, début, c'était l'épisode 8. ouais. Ah, mais putain, tu connais tes épisodes. Et C'est parce que j'ai enregistré il y a pas longtemps et je l'ai évoqué, donc j'ai été chercher le numéro, donc ouais, ça m'est resté en tête, mais sinon. on lui reproche souvent de râler sur ces gens-là, mais au fait, il a pas tort parce que le premier truc qu'on te demande, c'est est-ce que t'es nati. On te demande pas, ouais, comment t'en es arrivé là, c'est quoi ta motivation. Non, c'est est-ce que t'es nati. Et au bout d'un moment, ça saoule, quoi, tu vois. On, Ouais. on admire moins les gens natis costauds que les gens dopés balèzes. À un moment donné, alors qu'on fait au moins autant de travail. Tu Toi, vois. tu penses qu'il est plus légitime, enfin non, pas plus légitime, mais euh, c'est plus mérité un bon physique nati ou un bon physique avec des produits dopants. Ah Et là, je vais te quand il mettre y a- dans le jus, quand- hein, parce quand- que c'est une question, c'est une question piège. non, il y a pas de piège, non. J'ai des potes dopés, j'en ai. Hein, un mec qui est dopé, il est pas dopé juste parce qu'il prend du dopage, des stéros. Il bosse, le mec, tu vois. J'ai dit ça avec Rudy Koya, on a fait un podcast ensemble la semaine dernière. J'ai dit, s'il suffisait de prendre des stéroïdes et pas bouger son cul, des Schwarzenegger, t'en aurais à tous les coins de rue. Seulement, il faut avoir une bonne génétique, il faut avoir un bon entraînement, une bonne diète. Mm. Après, s'il y a dopage, forcément, je suis désolé, il y a quand même triche parce que ta récupération est beaucoup plus rapide. Tu peux devenir très gros et très sec en même temps, sauf que au naturel, tu peux pas. Tu vois, moi, je suis pas extrêmement massif, je suis pas extrêmement sec. J'essaye de maintenir, Un bon un ratio, ouais. physique potable. Non, enfin, je veux dire, il y a toujours plus balèze que toi. Hein. Tu regardes Mm. Iron Quest et Rudy Koya, ils sont plus balèzes que moi. Mais ils sont plus jeunes aussi, tu me diras. Mais Ouais, Iron euh, Quest fait un petit peu de cosplay aussi. oui, exactement. Mais on s'est rencontrés déjà. Il fait Conan aussi. On se connaît bien avec Rémi. On doit faire un podcast ensemble. On devait le faire en Ok. octobre. Puis j'avais trop de choses à faire pour le coup. Mais Eh ben, pour le coup, je vais aller chercher le numéro parce que je l'ai pas. J'avais enregistré le ouais. podcast avec lui. Et C'était, je sais plus quelle était ta question. je sais plus non plus. C'était l'épisode Et- 78 que j'avais fait avec lui. D'accord. Je le laisserai dans les notes là.
Et forcément, le mec qui est naturel, lui, il va devoir bosser 10 fois plus pour atteindre un niveau que il n'atteindra jamais par rapport à quelqu'un qui est dopé. Toi, je serai jamais Schwarzenegger, j'en ai parfaitement conscience. Par contre, en revanche, ça me donne la motivation pour essayer de me rapprocher au plus près de ces physiques, même si je sais très bien que ça sera impossible, mais ça laisse un leitmotiv, tu vois. Il y a je sais pas, question à la con, il y a pas de dopage dans le cosplay. Il y a pas de dopage dans alors le cosplay non. Enfin, sauf pour ressembler peut-être à. Ah bah physiquement, peut-être qu'il y en a qui se dopent, hein. Non, mais le cosplay, Voilà, t'as mais pas besoin d'être dopé pour non, faire du ouais, c'est cosplay. ça. Tu portes un costume et tu joues le perso, c'est tout, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, faut avoir le Mais physique quand même, hein. Si tu fais Batman ou Spider-Man ou Superman et que t'es tout mince, ça va être compliqué de décrocher des contrats. Tu peux oui, le faut faire être pour crédible. t'amuser dans les conventions, mais Et sur la cascade, comment on appelle ça? On appelle ça le stunting? non, La un cascade. cascadeur, de la cascade, bah en France, cascade, sinon stuntman, ouais, mais non, mais Ouais, je parle français, cascadeur. ouais, la discipline, c'est la cascade, quoi. Oui, c'est cascadeur, la cascade, ouais, la cascade. Ok. Là-dedans, il y a tu sais s'il y a il y a du dopage aussi? Je sais pas, les mecs, il faut qu'ils soient plus balèzes pour tomber, Il y en a certainement. Je me souviens avoir fait une fois un spectacle avec l'équipe du tournage du film qui s'appelait Le Tournoi avec Jean-Claude Van Damme. Oh Et putain, t'avais un mec bodybuildé. Bon là, c'était clair, il y avait pas, comme dirait Marvel, le Sharingan s'est allumé, quoi. Mais voilà, c'est pareil, c'est des gens de spectacle, ils ont besoin de ça, donc moi je crache pas sur le truc. Hein. Après, ils connaissent les risques, hein, les gars. Hein. Comme je dis, moi j'ai pas du tout envie de toucher à ça quand il y a trop de complications derrière, pour certains en tout cas. Mais moi je respecte le choix de chacun. Euh, c'est sûr que très honnêtement, avec les entraînements que je fais, comment je me défonce, avec la diète que j'ai, si je prenais des stéros, je sais que je pourrais être beaucoup plus balèze. C'est indéniable. Sans me lancer des fleurs, j'ai pas une génétique dégueulasse non plus. Mais je préfère avoir ma petite fierté de me dire je suis nati, j'ai 50 piges et je tiens encore la route, quoi. C'est tout. Mmh. Sans prétention aucune, hein, je précise. Hein. C'est pour l'esthétique, la santé et pour mon second boulot de cosplay où j'ai besoin d'avoir un bon physique pour pouvoir continuer mon activité. Est-ce que tu as déjà essayé Enfin, est-ce que tu as déjà pensé à, par exemple, vivre de la cascade ou te dire, tiens, je vais essayer de monter devenir, je sais pas, professionnel et. Ouais, j'y ai pensé, mais bon, j'ai vite ratterri parce que y a beaucoup de demandes, peu d'élus, et puis en France, malheureusement, on tourne essentiellement des mimimati, genre de choses, tu vois. Donc côté cascade, c'est relativement calme. Il y a quelques trucs qui sont, mais non, il aurait fallu que je parte en Angleterre, aux États-Unis, mais bon, ça va. J'ai caressé un peu mon rêve, j'étais content avec ça. C'est sûr, si demain on me propose un truc, évidemment, j'ai pas craché dessus, mais Ouais. non. Ok. Et qu'est-ce que je sais pas s'il y a des auditeurs que ça intéresse, ça. Je sais pas parce que il y en a pas mal qui sont musclés, qui écoutent, qui aiment bien le sport, qui sont en forme, qui font peut-être des sports de combat, donc qui répondent a priori, tu vois, à certains critères physiques et capacités physiques pour faire un peu de cascade. Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Pour peut-être, je sais pas, trouver une agence, essayer de voir s'il y a des films pas loin de chez eux. Ouais, c'est ça. Moi, j'appelais, j'envoyais des courriers. À l'époque, il y avait pas Internet, hein, dans les fin des années 80, là où j'ai commencé à essayer de faire ça. Donc, j'envoyais des courriers aux agences de mannequinat, agences de pub, agences de comédiens. J'envoyais, puis hop, de temps en temps, t'as une réponse. Puis on t'envoie sur un petit tournage. Là, tu rencontres un régleur de cascade. C'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. J'ai rencontré un régleur de cascade, pardon. On a discuté. Le courant est passé, il dit écoute, on fera un petit essai, dès que j'ai un truc, je te fais tourner dans une petite série. Puis c'est là que j'ai fait une femme d'honneur d'ailleurs. C'était à Auxerre, je crois. J'ai tourné 3 jours là-dedans, c'était sympa. Puis après, écoute, je te rappelle. Et puis hop, un autre. J'ai fait un téléfilm qui s'appelait La Prophétie d'Avignon, où j'ai eu la chance de jouer l'assassin d'une secte. En fait, j'étais l'assassin de la série, donc j'ai pu faire plusieurs jours sur cette série. Et ils étaient contents de mon travail, ils m'ont rappelé pour un autre truc. Après, voilà, c'est comme ça. Après, c'est que du bouche à oreille. Hein. Une fois, ce qui est dur, c'est avoir le pied dedans. Une fois que t'as le pied dedans, c'est à toi de savoir nager, en fait, de rencontrer les bonnes personnes, d'être humble. Faut pas arriver en disant, moi, je sais mieux faire que les autres. Là, tu vas te faire rembarrer tout de suite. Tu feras un tournage, t'en feras pas deux. Hein. Et être professionnel, être droit dans ses bottes, et être sérieux et régulier. Enfin voilà. Comme si tu allais à un entretien d'embauche, quoi. Je veux dire, il faut se déplacer, il faut y aller au culot. Moi, j'ai tout fait au culot. Hein. J'allais taper aux portes. Hein. On va pas venir te chercher. Hein. Si ils en ont rien à foutre, ils savent pas que t'existes. Hein. C'est à toi de montrer que t'es là, quoi.
C'est marrant parce que je connais quelqu'un qui travaille dans le milieu du cinéma qui est cadreur ou enfin non pas cadreur qui s'occupe de trouver les bons objectifs pour les scènes et qui est ici à Montréal, tu vois, et ça fait des années qu'il travaille et c'est exactement ce que tu me décris en termes de parcours. C'est qu'il a commencé, il a fini ses études, il a commencé à chercher des petits contrats, des petits cours, des moyens métrages. Et puis il rencontre des gens sur les tournages qui lui permettent d'avoir un nouveau contrat pour un tournage un petit peu plus tard. Exactement. Et c'est exactement ce que tu me décris, et ça fait ça fait 1 an et demi, 2 ans que je le connais, et voilà. Et puis là, il est sur des tournages d'une série au Québec qui est assez réputée, avec des acteurs réputés ici, que je connais pas nécessairement parce que j'ai pas regardé, mais ici que tout le monde connaît. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé que j'étais en soirée avec lui et puis il disait avec qui il travaillait, quel est l'acteur du projet, l'acteur principal, et puis les gens étaient là, ah putain, bon, moi je le connaissais pas évidemment, mais et c'est petit à petit, il m'a expliqué, ben moi je vais sur un tournage, et puis discuter avec des gens, et puis hop, et puis on reparle, et puis et un des producteurs va faire quelque chose d'autre derrière, et puis il me demande si je veux être de la partie, et puis ça se fait de cette manière-là, quoi. C'est ça. Bah moi, mes enfants, ils font du doublage de dessins animés avec l'équipe de Dragon Ball. C'est d'ailleurs pour ça que sur ma chaîne, ceux qui connaissent pas ma chaîne, j'interagis avec des personnages de Dragon Ball. Ce sont vraiment les acteurs, les doubleurs, enfin les comédiens de doublage, pardon, Ouais. qui m'ont fait des phrases pour ma chaîne. Donc je parle avec Yamcha, je parle avec Bulma, je parle avec Son Goku et autres. Bon bref. Et donc mon fils donc a fait des doublages pour une série qui s'appelait, avec ma fille, qui s'appelait Les Mini Justiciers sur TF1, je crois. De là, il y en a un qui a bien aimé la voix de mon fils, qui lui a fait faire un manga pour Netflix. Tu vois, bah, c'est comme ça. C'est tu fais un truc, t'es bon, t'es pro, on te repère. Et hop, on te met de côté. Puis un jour, on a besoin de toi, on t'appelle. Et c'est marrant parce que je trouve qu'on perd un petit peu cette façon de penser. Aujourd'hui, où tout est disponible partout sur Internet, on a l'impression que le bouche à oreille ou le truc un peu privé, tu sais, le bouche à oreille privé, les recommandations privées, tout ça se font de moins en moins. Qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir une vitrine exceptionnelle, être un influenceur, et il n'y a que comme ça que tu vas marcher. Ouais, mais... Évidemment que ça fonctionne si tu es un grand influenceur, mais on oublie cette voie-là qui est la voie la plus sous-estimée et peut-être la plus efficace. Et je parle pour des métiers comme ça, mais des métiers comme le mien, ou comme, tu vois, lorsque tu vas voir un ostéo, un kiné, souvent, c'est pas parce que les gens viennent te voir, non pas parce qu'ils te découvrent nécessairement sur ton site web, mais parce qu'ils ont été recommandés par quelqu'un d'autre. Et c'est la voie. C'est la voie la plus... C'est enfin, pas l'autoroute, parce que c'est lent, mais quand ça se met en place, petit à petit, c'est la voie majoritaire. C'est ça, bouche à oreille. Quand j'ai une petite anecdote de tournage, j'étais figurant sur un film à Paris avec une actrice que je connaissais pas du tout, qui aujourd'hui est très connue, mais à l'époque pas encore. Comment elle s'appelle ? Bah attends, tu vas voir. Ok. Et je faisais juste une comment ça, je devais être au fond, enfin c'était une figuration, je devais être au fond de la scène, voilà, c'était pour me faire un peu de pépette, quoi. Et puis on me dit ouais, un tel là-bas, ils aiment bien votre gueule. Plutôt que de faire une figure, vous allez venir faire une silhouette. Vous allez avoir un petit dialogue avec Naomi Watts. Ouais, je sais même pas qui c'était, Naomi Watts. Maintenant, tout le monde sait qui c'est, forcément. King Kong. Et je me suis retrouvé à faire un petit dialogue avec Naomi Watts et Jean-Marc Barr, qui était là aussi sur le tournage. En anglais. Juste parce que un mec m'a montré du doigt, qui a parlé à l'autre, et voilà, blablabla. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, tu vois, parfois. Et tu t'as parlé en anglais ? Oui, bah j'avais 3-4 mots à dire, hein, c'était pas non plus. C'est un film qui s'appelle Le Divorce, qui a été tourné à Paris. Alors je peux te dire en quelle année. Elle venait de tourner Mulholland Drive. Ah oui. Naomi Watts, et c'était juste après ce tournage-là. C'était bien avant King Kong, hein, et très sympa. On a vraiment sympathisé. Pour le coup, j'ai tourné 2 jours, et une chose rare, c'est elle qui était au bout de la cour, qui est venue me dire bonjour le matin. Chose d'habitude, tu vois jamais ça, quoi. Toi, les Américains, ils sont très comme ça. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup, notamment tous les acteurs de Game of Thrones, que j'ai eu l'occasion de voir en VIP quand j'étais invité en tant que cosplayer guest sur des salons. Ils ont vraiment cette habitude du je te prends dans les bras, je te tape l'épaule, machin, toi. Et je suis reparti avec un bel autographe que j'ai toujours d'ailleurs de Naomi Watts, là, qui prend la poussière sur mon bureau. Et c'est un très bon souvenir. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas que l'effet poudre aux yeux d'internet, machin, faut en foutre plein la vue. Des fois, tu restes dans ton coin tranquille, puis on vient te chercher parce que tu dégages un petit truc qui a plu à une personne. Ouais, c'est marrant, putain. Ok. Comment tu t'entraînes aujourd'hui
il n'y a pas d'entraînement spécifique pour les cascades. Là, aujourd'hui, Ah de toute bah façon, ça, c'est quoi? C'est uniquement bodybuilding? Tu cherches à ouais, améliorer ta ouais. Alors santé, à garder ta masse musculaire, tout ça? exactement. Musculation 5 fois par semaine. Je m'entraîne 2 bonnes heures à chaque fois parce que j'adore ça. Alors il y en a qui vont faire des bons. Ah, faut pas, rien à foutre. Moi, ça marche pour moi. Je m'entraîne 2 heures. Point. Et j'essaye de garder toujours ma souplesse. Bah, mon fils fait du karaté, donc on fait des petits échanges de temps en temps. Enfin, j'essaye de garder voilà une forme physique pour voir si jamais demain on m'appelle pour une scène de baston, je suis prêt à la faire quoi. T'as déjà été blessé pendant une scène? Ah oui, pas sur un tour. Ah si, sur un tournage, j'ai pris un coup de batte de baseball dans la gueule. Bah c'était une fausse, mais elle m'a quand même bien sonné. Et sur un casting de cascade, c'était pour un film qui s'appelait Samouraï. Euh, je devais faire un ciseau à la tête, c'est comme au vieux de Vodao, on fait des ciseaux à la tête. Et je sais pas pourquoi, alors j'en ai fait des milliers et des milliers. Hein. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur l'épaule une fois. Je refais la scène, je retombe sur l'épaule 2 fois, arrachage de l'acromion. Hop, terminé. Au revoir, monsieur le tournage. Et le bras immobilisé 1 mois. Et là, j'ai su Ah ce que ouais. c'était que de bosser les cuisses régulièrement. Parce que je pouvais faire que ça. Ah, tu m'étonnes, ouais. Ah, Mais putain. sinon, autrement, non. De la bobologie, mais franchement, rien de grave, quoi. C'est Jackie Chan hein, qui fait, je crois, toutes ces enfin, qui faisait, quand il était un peu plus jeune, toutes ces cascades lui-même. Et je me rappelle quand Ouais. je regardais ces films, je l'ai loué quand j'étais jeune, en VHS, dans des vidéoclubs. Et il y René avait Château. toujours eu. Hein? Les vidéos René Château. C'est lui Ah, qui produisait, enfin, en France, qui distribuait les Jackie Chan, je crois, avec les Bruce Lee. Ok, alors je sais Bon, pas du bref, tout, mais n'importe. effectivement, ouais, les Jackie Chan et les Bruce Lee, j'en ai regardé quelques-uns que je louais en VHS, cassette. Et il y avait toujours une partie à la fin, je crois, dans les bonus euh, où tu voyais Jackie Chan qui faisait les cascades Ouais. ratées Hmm. et qui en fait, le mec, il avait eu je sais pas combien de fractures. C'était incroyable quoi. Même Ouais, des non, fois, tu le j'ai voyais pas eu faire de. des sauts. Hmm. C'est complètement fou quoi. Bon, j'ai pas fait des trucs de son niveau non plus, hein, mais ouais, non, moi, c'était des bleus, des petits coups, mais franchement, rien de méchant. Hmm. Mais tu sais, dans Et une alors, scène de bagarre, à part prendre un coup dans la gueule, ou une chute mal calculée, mais non, j'ai pas eu de blessure. ouais, on te demande pas de sauter, de faire un truc à la Fast and Furious, Non, mais de on peut sauter te d'un demander camion à un autre. des défenestrations des fois, hein, mais j'en ai pas fait. Bon, Ah t'atterris sur ouais. un matelas, bien évidemment. Hein, c'est pas. Oh, mais enfin, tu te jettes à travers la vitre, qui est une vitre en verre. Alors, c'est des Je sais vitres en plus. sucre, en fait. En sucre, ouais. Dans les films, le verre qui se casse, c'est du sucre, en fait. Une fois, j'avais une scène, la scène du bar où j'ai pris le coup de batte de baseball. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Dans l'œil, en plus, même pas dans la figure. Je devais casser des verres sur un bar. Et le mec m'a dit fais surtout gaffe, ne touche pas les verres avant parce que c'est pas du verre, c'est du sucre. Je fais ah ouais, et comme un con, j'ai mis mon doigt dessus, le truc il Ah s'est ouais. pété comme du verre, j'allais dire forcément. Mais bah c'est des questions d'assurance. Hein, tu vas pas éclater. Imagine un morceau de verre qui part dans l'œil de la comédienne ou quoi, bah t'as tout gagné quoi. Tu reviens pas demain, monsieur. Au revoir. Hein. Mais ce qui fait que quand ça s'éclate, c'est pas exactement comme le verre, que ça part en plein de mini morceaux partout, alors que le Ça verre, dépend. Bah, tu ça vois fait pas ça. souvent quand des scènes où ils cassent des vitres de voiture. Normalement, une vitre de voiture, ça se casse pas. Ça te fait ça c'est comme plein d'écailles, tu vois, ça tombe en plein de petits carrés, euh, par milliers de petits carrés. Et quand tu as des vitres comme ça en sucre ou je crois que ça, enfin quand je dis en sucre, c'est pas du sucre de table, hein, c'est un truc à base de sucre. Hmm. Ils cassent ça mais comme une vitre de fenêtre de maison, mais c'est impossible. Ah ouais, Une ouais, vitre de ok, voiture, ça casse pas comme ça. Hmm. Ouais, je vois. Euh, tu m'as, alors, ok, bon, pas beaucoup de blessures sur les tournages, mais je crois savoir que toi, t'as eu une blessure assez importante au dos il y a quelques Ah, années maintenant. alors c'est pas une blessure, c'était une tumeur. Ah oui, voilà, exact, ouais, une Mm. tumeur. Et tu devais te faire opérer. Ouais. Comment tu découvres ça? Alors, oui, déjà, est-ce que t'as eu des symptômes et comment t'en arrives au diagnostic et ensuite au traitement? Alors, les symptômes, c'est que je faisais des sciatiques à répétition, mais quand je te dis des sciatiques, c'est à pas pouvoir dormir, quoi. Si je dormais 2 heures par nuit, que je sois assis, allongé, debout, je pouvais pas garder la position, c'était des douleurs atroces, tellement atroces qu'à la fin je pouvais même plus marcher. Je me tenais à une canne ou je me tenais le bord d'un truc. Enfin, c'était horrible, hein. Vraiment des douleurs à tomber dans les pommes. Hein, sincèrement, quand je le dis sans, c'est pas pour faire ma victime, quoi. Et j'étais passé une IRM.
assez confiant en plus, parce que je pensais, je m'étais fait une hernie discale, un truc comme ça. Bon, même c'est pas anodin, mais. Et puis le mec il me dit bon monsieur, il faudra vous opérer. Je suis putain non. Là tu deviens tout blanc, tu sais. Tu dis putain qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai jamais eu de problème de santé de ma vie, tu vois. Et il me dit regardez là dans votre colonne, il y a 2 tumeurs. Oh, alors, c'est tout qui s'effondre quoi. Je me dis t'es sportif et tout, tu passes ton temps à sauter dans tous les sens, puis on t'apprend que t'as ça. Enfin je pouvais plus trop sauter les semaines qui suivaient, mais. Et en plus l'opération c'était mais genre 3-4 mois après quoi. Donc j'ai vécu encore 3. Alors le neurochirurgien il me dit de toute façon c'est simple, hein, si vous faites pas opérer dans un mois vous êtes en fauteuil roulant à vie. Donc là autant dire tu vis un cauchemar. Voilà. Bon, mais parce qu'en fait le problème c'était une tumeur qui était située à quel endroit au niveau du nerf? Juste en dessous de la moelle épinière, à l'intérieur de la colonne vertébrale. Sous la moelle en fait t'as tous les nerfs qui sortent pour aller commander les jambes quoi. C'est un courant électrique hein, le corps humain, et là comme la tumeur compressait mes nerfs juste sous la moelle épinière, les informations passaient plus entre le cerveau et les jambes quoi. Et quand ça voulait passer, ça me provoquait des douleurs vraiment atroces, comme si j'avais un sabre dans le dos mais en permanence H24. Et donc il me dit vous faites quoi? Je dis me faire opérer monsieur hein. Moi je suis sportif et tout. Il fait alors là par contre je vous préviens tout de suite, le sport pendant 1 an vous oubliez. Alors là redescendre, je pensais que j'avais atteint le fond, mais là j'ai pris une pelle, j'ai creusé encore quoi. Et ça a résonné dans ma tête, pas de sport pendant 1 an. Il m'a dit et encore au bout d'1 an vous retrouverez pas votre forme initiale. Et j'essaie de la faire vite hein, parce que j'espère que ça va pas saouler les gens qui écoutent ça, mais non mais moi ça me saoule pas, donc ça m'intéresse. Donc c'était en mars 2019, donc je pars à l'hosto, mais alors on m'a ramené à l'échafaud, c'était pareil hein, je vivais un cauchemar quoi, vraiment. Je vais me réveiller, c'est pas possible que je vive un truc pareil. Alors attention, il y a des gens qui ont des choses plus graves hein, qui ont des cancers ou quoi, voilà. Il m'a dit alors l'opération, soit ça se passe bien, vous bougez vos pieds, c'est bon, soit au réveil, si vos pieds bougent plus, c'est qu'on a touché un nerf et c'est définitif. Oh, putain, en plus les mecs ils prennent pas de gants quand ils te disent ça hein. Donc là je reprends ma pelle, je recreuse encore. J'étais presque aux enfers hein, dans ma tête hein. Et donc je me fais opérer tout ça. Alors le mec m'emmène dans le brancard le matin et il blablate blablabla. Donc vous êtes sportif, il me fait. Bon ça se voyait un peu quand même parce que j'étais un peu taillé quand même à l'époque. Enfin à l'époque c'était en 2009, c'est pas si vieux que ça. Il me dit ouais alors là par contre pour vous le sport c'est fini hein. Je dis l'enculé quoi. Et cette phrase elle a résonné dans ma tête mais jusqu'à ce que je m'endorme et je me réveille. Tu sais l'opération a duré 8 ou 9 heures, je crois, je sais plus. Enfin, c'est un truc énorme. Ils m'ont retiré la colonne vertébrale comme des Legos, tu sais, puis ils ont gratté dedans, ils ont refermé, quoi. Oh. Bref. Donc, je me réveille, et j'entends une infirmière qui dit, bon, ça s'est bien passé. Alors, tu sais plus trop où t'habites, hein. Et le premier réflexe que j'ai, c'est, j'essaye de bouger mes pieds. Et je vois que ça bouge. Je suis, oh putain, ouf. Donc, déjà, première étape de fête. Mais la phrase du mec, elle résonnait encore dans ma tête. Quand il m'a dit, le sport, c'est fini. Dans ma tête, c'était hors de question. Je pouvais pas marcher, hein, mes jambes répondaient pas encore. Les doigts de pied bougeaient, mais j'avais une cicatrice de 10 cm dans le dos qui était pas fermée, donc le moins de millimètre de mouvement dans le lit, ça me provoquait des hurlements, vraiment. J'en fais pas des caisses hein, quand je raconte ça. Je dis bon, on passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis à un moment donné, je dis à l'infirmière, faites-moi descendre. Elle fait, vous pouvez pas, vous êtes sûr? Je fais si, faites-moi descendre, je sens, il faut que je marche. Je le sentais, de toute façon, il fallait, quoi. Moi, j'avais toujours la phrase du mec dans la tête qui me disait ouais, vous marcherez pas tout de suite, pas de sport, machin. Elle m'a posé au sol, alors j'avais les jambes qui tremblaient, tu sais comme Bambi quand il naît quoi. Et j'ai commencé à faire des allers-retours dans les couloirs toute la journée. Je ne faisais que ça. Les infirmières me regardaient, me disaient mais lui il est barjot quoi. D'ailleurs, je crois que dans le couloir j'étais le phénomène du truc quoi. Et aller-retour. Alors, ça me provoquait des douleurs horribles, mais il fallait que je remarche, il fallait que mes jambes refonctionnent. Alors je pouvais absolument pas courir, hein, c'était impossible. Je pouvais juste marcher tout doucement comme un petit vieux en me tenant une barre le long. Il y avait une barre le long du mur à l'hosto, je me souviens. Et puis les jours qui passaient, je marchais de mieux en mieux jusqu'à pouvoir me lever moi-même du lit quoi. Et un jour le neurochirurgien il vient, il me dit bon vous aviez encore 2 ou 3 jours à faire l'hosto, en gros cassez-vous, vous avez plus rien à faire ici quoi. Je m'étais remis beaucoup plus vite que la normale de par ma volonté. Il m'a dit par contre attention, hein, reprenez pas l'entraînement au moins avant 2 mois. J'ai tenu 3 semaines. Au bout de 3 semaines chez moi, alors ma femme elle faisait des bonds quoi. J'avais une paire d'haltères, je me suis allongé sur le dos comme ça, puis j'ai commencé à faire des extensions triceps. Et putain, je me sentais bien. Ah là là, ça faisait du bien de ressentir. Et j'avais pas perdu autant que ça de masse. Hein. C'est pour ça, bientôt, je vais faire une vidéo sur combien de temps on met pour perdre vraiment de la masse quand on s'arrête. Donc, au bout de 3 semaines, j'ai repris tout doucement l'entraînement.
Et je te jure, au bout de 2 mois, j'avais retrouvé ma forme initiale. Juste parce qu'il était hors de question que ça se passe autrement, quoi. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir ma forme au bout d'1 an, comme le neurochirurgien m'avait dit, je l'ai retrouvé au bout de 2 mois. J'avais perdu 5 kilos, je les ai repris en 2 mois. Et tu as repris Et les il m'a exercices dit, du bas du corps. c'est grâce à la musculation que vous êtes remis aussi vite. Quand j'avais été le revoir après. Ouais. Tu refaisais du squat, tu refaisais des fentes, des choses comme ça. Mais le squat, j'ai recommencé 12. Non, soulevé de terre, je crois. Attends, non, squat, parce que le soulevé de terre, ça me tirait encore sur la cicatrice. Mais squat, léger. Oui. Quand même assez léger, le squat. Alors, faut savoir que les cuisses, au début, je les bossais pas des masses, hein. Ça a toujours été ça m'a toujours saoulé de les faire. J'ai toujours dit sur ma chaîne, j'ai toujours été franc avec ça, hein. Les cuisses, ça me casse les couilles. Voilà, bref, trop tard, c'est dit. Maintenant, je fais du squat, je fais de la presse, voilà, je les bosse parce que bon, quand t'es en collant de Spider-Man, si t'as des cannes comme ça le fait pas, tu vois. Donc, je vais quand même avoir un galbe, un minimum. Et 2, 3, 4 mois, puis c'était reparti complètement. J'avais complètement non seulement rattrapé, mais dépassé également ma forme d'avant. Et depuis ce jour-là, pour moi, comme j'ai dit avec Rudy l'autre fois, je crois, c'est ma deuxième chance. Donc, motivation sans faille, quoi, pour la musculation. C'est ce qui m'a, je vais pas dire sauvé, ça sera un grand mot, mais c'est ce qui m'a sorti de cette merde, quoi. Par contre, 2 mois, j'ai pu recourir qu'au bout de 3 mois, je crois. Parce que je pouvais pas courir, mes jambes répondaient pas encore, ça courait pas. Et j'ai su que je pouvais courir quand mon chien s'est barré. D'un coup, je me suis surpris en train de courir derrière mon chien. J'ai dit, oh putain, ça remarche. Donc limite, j'ai remercié mon chien de se casser, tu vois. Et voilà, et là c'était reparti, la vie a repris. Alors j'en ai une deuxième qui est vraiment mise tout en bas de la colonne et qui touche aucun nerf et qui a pas bougé depuis plusieurs années, donc pour l'instant je touche à rien, quoi. Et est-ce que tu as su au final la cause l'apparition de cette tumeur, Non, il m'a dit vous avez dû naître avec, puis ça a poussé avec vous, quoi. C'était un truc, une tumeur bénigne, quoi. Oui, tumeur bénigne, mais qui faisait compression en l'occurrence sur. Exactement. Ouais. Elle aurait été ailleurs, j'aurais jamais su, quoi. Mais bon, là, elle était placée sur un passage de courant, quoi. Et donc, le courant, il restait au niveau du dos. Et enfin, je souhaite ça à personne, hein, vraiment. Par contre, si vous avez ça, faites-vous opérer, votre vie va reprendre comme avant, quoi. Voire mieux, parce que vous aurez une motivation en plus. Et aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu as des séquelles dessus? Tu continues à t'entraîner? Tu travailles lourd? Zéro séquelles. Fais attention. Je fais attention parce que je pense que l'esprit a retenu ces douleurs parce que ça me provoquait quand même les mêmes douleurs qu'un lumbago ou qu'une sciatique. Donc j'ai toujours une petite appréhension, je fais très attention même si la tumeur est plus là. Pendant un moment, j'avais quand même une faiblesse dans les lombaires parce que je pouvais plus bosser lombaire pendant 1 ou 2 mois d'abord à cause des douleurs et ensuite à cause de la cicatrice, fallait que ça se referme correctement, donc je touchais pas aux lombaires. Et ensuite j'ai énormément fait du gainage, de la chaise à lombaire. Et puis après le soulevé de terre est revenu et c'est reparti, quoi. Donc c'est quoi ta philosophie d'entraînement aujourd'hui là? Comment on s'entraîne si t'as 50 ans? 51, ouais. 51. Comment on s'entraîne à 50 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? C'est quoi ta philosophie un peu? Parce que t'es plus là pour devenir énorme et sec. Peut-être. On essaye. Non mais attends, je la refais cette phrase parce qu'elle est pas en accord avec ce que je voulais dire. T'es plus là pour peut-être devenir de prendre 10 kilos de muscle, voilà, on va dire, mais peut-être plus pour ta santé. Il y a toujours une bascule qui se fait autour de peut-être 30, 40, qui se dit bon ben voilà, là le but c'est pas de devenir, c'est pas de prendre 15 kilos de muscle, sachant que ça n'arrivera pas, surtout sans utiliser de produits dopants comme tu l'as dit, mais peut-être plus pour sa santé. Ou alors je me fourvoie complètement et tu veux encore prendre 15 kilos de muscle naturellement. Alors les 15 kilos je les prendrai pas parce que j'ai déjà du mal à dépasser les 80. Mon poids max a été 87. C'était il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Et j'ai du mal à dépasser les 87 kilos. Mais détrompe-toi, quel que soit ton âge, tu prends de la masse. Comme j'ai dit souvent dans chaque podcast, tout travail musculaire a une réponse anabolique. C'est juste que c'est plus lent à 50 ans qu'à 20, mais tu peux bien sûr continuer de prendre de la masse. Là, j'ai plus de pecs que l'an dernier, j'ai plus de biceps que l'année dernière, donc ça continue de progresser. J'ai un cycle très régulier. Et ma philosophie, c'est lentement mais sûrement, quoi. Comment tu t'entraînes? Dur, très dur, très dur. Quand je vais à l'entraînement, je me mets dans cette optique-là. C'est une guerre, tu vois.
C'est-à-dire que j'ai un cycle de progression qui fait que chaque séance, j'essaye de faire mieux la séance suivante. Si j'ai fait, alors je vais te dire des trucs au pif, si j'ai fait 10 reps à 100 kilos, faut que je fasse 11 reps à 100 kilos. La semaine d'après, 12 reps. Et quand j'arrive à 15, tac, je remets 102 kilos. Et je recommence. 8, 9, 10, jusqu'à 15. Et je recommence. Tu cycles tout, en fait. Ouais. Bah, ça me permet d'avoir une régularité, quoi. Et de savoir où j'en suis dans mes charges. Donc, je note tout, forcément. Hein. Et, quand ça bloque, je change d'exercice ou je change comment? Je fais du plus léger ou vraiment du plus lourd pour vraiment casser la routine, histoire de libérer un peu la tête, parce que parfois, ça peut être un peu prenant de faire toujours la même chose. Mais tant que, comme je dis à chaque fois sur toutes mes vidéos, quasiment tous mes podcasts, tant que ça fonctionne, je garde le programme. Et alors, je vais juste allumer ma lumière, attends, excuse-moi. Ouais, vas-y. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est si tu te reconnais plus. Excuse-moi. Est-ce que tu te reconnais plus dans un Rudy Koya ou un Kylian, par exemple, qui sont structurés dans leur méthode de progression, avec des cycles de progression, justement, ou si tu te reconnais davantage dans un... J'ai un peu la réponse, mais c'est pour savoir aussi que tu te situes dans un Michael Gundil, qui est beaucoup moins, qui fait aucun cycle de progression. Quand il était passé sur le podcast, Michael, Michael D. Gundil, je lui avais posé toutes ces questions et je l'avais... Vitamine D Gundil. Vitamine D Gundil. Il m'avait dit que non, que lui, les cycles, c'était pour lui une aberration parce qu'il pouvait pas prédire que la semaine d'après, il serait en forme et que... bref. Donc d'un côté, il y a celui qui... Parce que je sais que les deux sont passés sur ta chaîne aussi et que tu t'apprécies ce qu'ils disent. D'un côté, on a la progression et d'un côté, la progression cyclée, structurée, planifiée. Et de l'autre, on a l'entraînement à la forme du jour en se déchirant et en allant toujours plus ou moins à l'échec. J'ai l'impression que c'est un petit peu les deux philosophies. Toi, j'ai l'impression que tu te situes plus vers la côté de la planification. Oui, parce que... Alors, j'ai un mix des deux. C'est-à-dire, moi, j'aime bien aller à l'échec. J'ai fait des entraînements très longs. Alors, pas aussi longs que Gundil, parce que lui, il fait des entraînements extrêmement longs, Michael. Disons que quand je ne planifiais pas, je ne progressais pas aussi vite. Quand j'ai commencé à planifier, là, j'ai vraiment vu la différence, quoi. Alors, pas au bout d'une semaine, évidemment, mais sur 3-4 mois, tu dis, ah ouais, putain, j'ai pris en force, j'ai pris en masse. Donc, j'ai continué comme ça, quoi. J'ai envie de dire que toute méthode est bonne dès l'instant où elle est régulière. Tu vois, même si tu fais de la merde, si tu fais de la merde régulièrement, tu progresseras quand même parce que c'est régulier. Alors, tu te blesseras certainement si tu fais de la merde, mais c'est la régularité qui fait le succès, j'allais dire, qui donne le résultat. Parce que si tu planifies mais que tu t'entraînes une fois, tu viens pas 2 semaines, tu reviens 1 mois, tu reviens pas 3 mois, tu progresseras pas. Ce que fait Gundil, s'il le fait pas régulièrement, il progressera pas. Donc je pense que c'est un mix des deux, vraiment. Ouais, il faut. Il y a un truc que je retiens moi dans tout ça. J'ai l'impression c'est que pour progresser, il faut s'arracher. Il faut mettre le corps dans une situation d'adaptation où il va devoir s'adapter. Après, peu importe la manière, c'est vrai que ça demande une psychologie assez forte, peut-être une force de caractère aussi, de se dire je vais à la salle, rien n'est planifié, mais je vais me tuer puis je vais aller jusqu'au bout. L'avantage d'avoir une planification, c'est que c'est comme si tu te déchargeais un petit peu mentalement de la souffrance que que tu devais te donner parce que elle est écrite, elle est planifiée, tu dois la faire. Tu vois, ton cycle ou alors ton entraînement, il est voilà, je dois faire tant de répétitions, tant de choses, etc. Et puis je sais que la semaine d'après, il faudra que je fasse plus. J'ai juste à suivre ce qui est écrit. Et voilà, et parce que y aller à chaque fois sans savoir ce que tu vas faire et en te disant que tu vas te mettre dans la mort absolue, ça peut être un peu. Pour le court terme, c'est bien. Ça peut être bien pour le court terme. Tu vois, si voilà, t'as envie de te lâcher la tête, tu vas pousser des barres à n'en plus finir. Tu ressors, t'es rincé, ça va. Mais la séance d'après, tu fais autre chose. Celle d'après, autre chose. Ça, je l'ai fait. Ça, moi, changer de programme à chaque séance. J'ai pas progressé des masses à faire comme ça, parce que le corps n'a pas le temps de s'adapter à l'effort que tu lui donnes. Et quand j'ai commencé à planifier, alors c'est vrai quand Gundil dit tu sais pas dans quelle forme tu seras, je fais en sorte d'être dans la forme qu'il faut justement. Tu vois, en mangeant bien, en dormant bien, en faisant des siestes, dans ma journée, je me prépare et psychologiquement et métaboliquement, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais à la séance qui arrive. Là, je vais m'entraîner tout à l'heure, mais j'ai fait en sorte, tu vois, de bien dormir cette nuit, de bien manger ce midi, ce matin, de prendre tous mes compléments, je suis prêt, quoi. Et je sais que là, je vais faire une bonne séance tout à l'heure, parce que je le sens déjà.
C'est exactement ce que m'avait dit Kylian sur le podcast quand je lui avais posé je devais cette faire un question. podcast avec Kylian, faut que je le recontacte d'ailleurs, tiens. Ouais, alors j'avais pris un peu de temps pour le faire avec lui parce qu'il est pas mal occupé et on avait réussi à se caler un jour, mais fais un podcast avec lui. Et c'est ça, c'est exactement ce qu'il m'avait dit. Je comprends cette histoire de la forme du jour, et puis l'argument c'était ça. Alors il y a des fois je suis pas en forme aussi, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est toujours parfait, hein. Mais dans ce cas-là, je fais un peu moins que prévu ou je fais des charges un peu plus légères en essayant quand même de faire un nombre de reps assez conséquent quand même pour pas m'être déplacé pour rien. Mais ça reste quand même minoritaire. En règle générale, la séance que j'ai prévue, je la fais, quoi. Chris, Super Chris Coaching, c'est ta chaîne YouTube, c'est aussi alors coaching, c'est marrant. Il y a une petite, je suis obligé de le relever ça. Sur le nom de ta chaîne, il y a marqué coaching et en intro de toutes tes vidéos, tu es dit que tu n'es pas coach. Exactement. Le coaching, c'est pour attirer. Si je mets juste Super Chris, les gens vont pas savoir de quoi ça parle, quoi, en titre. S'ils voient coaching, tiens, c'est coaching de quoi? Ils peuvent peut-être cliquer par hasard. T'as toutes sortes de coaching, hein. Alors c'est pas que je suis pas coach. J'avais une licence à l'époque, mais bon, c'était quand j'étais professeur de Viet Vo Dao. Donc ma fédération m'avait filé un truc à l'époque. J'ai enseigné pendant 3 ans ou 4 ans, je sais plus. 3 ans. Enfin, j'avais mon club là dans le nord de Paris. Mais je précise que je ne suis pas diplômé d'État. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est mon expérience. Je l'ai testé, je sais que ça marche sur moi. Libre à vous de m'écouter ou pas. Mais je sors pas d'un diplôme. Ce que je vous dis, je sors pas d'une étude. J'ai testé ce que je vous dis. Donc, qu'on vienne pas me dire, il y en a qui disent, ouais, mais machin, il a dit qu'il fallait pas faire ça, fallait faire ça. J'en ai rien à foutre de ce qu'il dit. Je dis que moi, ça marche pour moi, c'est ce que je fais. Et si ça marche pour moi, ça peut marcher pour toi ou pas. Libre à toi de choisir. Teste, quoi. Tu verras avant de venir m'emmerder avec des commentaires que ce que tu dis c'est faux, les études disent ça. Je m'en fous des études. Moi, je montre, je partage mon expérience, voilà. Okay. Et j'ai pas de diplôme d'État et j'ai envie de dire un diplôme, c'est une signature en bas d'un papier qui dit ouais bon c'est bon, il sait faire, quoi. Mais je touche pas d'argent à faire ma chaîne, je ne fais pas de coaching payant, genre de choses, quoi. Voilà. Mais je précise que j'ai pas de diplôme d'État, ce que je dis c'est mon expérience, ou t'écoutes pas. Voilà, c'est libre à toi, libre à chacun. Tu vois, t'aurais pu appeler ta chaîne Chris Fit. Chris, oh non. Non, fit, non, ça fait non. Je plaisante. C'est parce qu'on voit ça partout, tu sais, c'est surtout les fit girls, elles mettent fit à la fin de toutes leurs prénoms. Enfin, ça a été une grande mode. Non, mais justement, faut sortir du lot. Tu sais, moi, quand j'ai fait ma chaîne, beaucoup m'ont dit, oh là là, mais tu te lances dans un truc, c'est déjà saturé. Et c'est ça que j'ai dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour sortir du lot, tu vois. C'était pendant le confinement, hein, je voulais, ça m'avait amusé. J'ai dit, tiens, je vais faire une petite chaîne comme ça. Je pensais pas du tout atteindre déjà 1000 abonnés. Bon. Et c'est là que j'ai contacté Éric Legrand qui fait la voix de Vegeta et de Owen Wilson et de Yamcha entre autres dans Dragon Ball. Et je dis tu ferais pas des voix pour ma chaîne, ça serait cool. Vegeta qui me parle, il fait non Vegeta je fais pas, mais je peux te faire Yamcha si tu veux. Et de là il a fait l'intro de ma chaîne, il fait le message de fin aussi où abonnez-vous machin blablabla. J'ai contacté Céline Monsara qui fait la voix de Bulma et de Julia Roberts et de Dory, la Schtroumpfette, etc. Les pubs Lidl. Et elle m'a dit pas de souci. En fait, je leur envoie des phrases à dire parce que moi je sais ce que je vais dire. Et elle m'envoie toutes les réponses, tac 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 tac. Et moi, après, je cherche dans ma bibliothèque puis je place les réponses en fonction de ce que j'ai dit. Brigitte Lecordier qui fait la voix de Sangoku, pareil. Je les ai tous, hein, tous les personnages. Brigitte Lecordier, ouais. Donc c'est une femme qui fait la voix de Sangoku. Ouais, Sangoku enfant, c'est une femme. C'est celle qui fait la voix de Oui Oui aussi. Tu tapes sur YouTube Brigitte Lecordier, elle a une très grosse chaîne, en plus elle a énormément de followers, elle a une grosse communauté, Brigitte, hein. Et mais une communauté de quoi, enfin c'est peut-être de fans de Dragon Ball. D'accord, ok. Brigitte Lecordier. Ah ouais. Et voilà, bon j'ai absolument tout, je les ai pas tous mis encore, mais j'ai une bibliothèque de phrases énorme. Ils ont tous eu la gentillesse de me faire ça parce qu'ils me connaissaient via Brigitte et Éric Legrand qui a un peu poussé. C'est un très bon copain, Eric, hein, si tu regardes ce podcast, je t'embrasse. Et le bouche-oreille encore, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Si moi j'avais été sonné à part de ces gens, ils m'auraient peut-être envoyé bouler, mais Eric a parlé pour moi en mon nom et ils ont dit pas de problème, on lui fera et tout. Donc ils m'ont appelé, ou c'est moi qui les ai appelés, je sais plus. Et je leur ai envoyé des phrases, ils m'ont fait les phrases que j'avais besoin.
Et Brigitte Ouais, Lecordier, qui a une chaîne à plus de 200 000 abonnés. oui, Qui l'aurait elle a cru? une très grosse communauté. Elle vient sur toutes les conventions. Et c'est elle qui a fait Ah bosser ouais. mes enfants sur les mini-justiciers, justement. C'est comme ça que j'ai connu Brigitte. Je laisserai sa chaîne dans les notes pour ceux qui veulent aller voir. Je trouve ça marrant parce qu'il y a des vidéos. Voilà, la chaîne revient. Oui, bah, je crois Beaucoup de qu'elle a fait choses de les dessin animé. informations de je sais plus quelle chaîne, avec la voix de Sangoku, justement. Ok, effectivement, putain, je m'attendais pas à ça. Je me disais, mais pourquoi on s'abonnerait à une personne qui fait une voix de truc? Ben non, apparemment, il y a plein de vidéos. Bon, Mm. j'ai regardé, je suis curieux. Alors, je t'ai demandé un petit peu comment tu t'entraînais et tu m'as dit dur. Question peut-être, sans rentrer dans les détails de ton métier, est-ce que tu penses que ton activité professionnelle te t'as créé ce caractère pour faire des séances intenses? Je dis pas que tous les policiers ou tous ceux qui sont dans ces corps de métier ont des caractères solides, mais quand même j'ai l'impression qu'il y a un transfert. Alors sans parler Bah, de ton métier, de ce que tu fais à l'intérieur, parce que tu m'as non, dit ça, que de tu toute voulais façon, pas. j'ai pas le droit d'en parler. Mais Bon ben tu voilà. vois, par exemple, Enzo Fukra, le mec, c'est un guerrier, quoi. Toi, il Mais sait c'est tout ça, faire, c'est il a ça. fond, et voilà. Hum. Après, tous ne sont pas comme ça, hein. Non, moi, c'est mon... Épisode 100 d'ailleurs, Enzo Fukra. Oui, je crois qu'il doit me rester 10 minutes à regarder. J'avais pas pu tout voir d'un seul coup. Oh ben, Euh, 10 minutes sur 3h17, je crois, ça va. T'es pas pire. ouais, non, vraiment, j'avais quasiment terminé la dernière fois. Qu'est-ce que je disais? Non, non mon métier, non, c'est plus mon passé. Bah tu sais, avant de faire de la musculation, arts martiaux, tout ça, j'ai toujours été tout petit, très maigre et tout, toujours de la tête de turc. Et au bout d'un moment, j'avais le caractère pour me défendre, mais j'avais pas le physique, si tu veux. Donc à un moment donné, Ah je dis ouais. bon, faut que le physique y suive, quoi. Et puis je te dis, cet épisode avec ma colonne vertébrale, ça m'a boosté fois 10 000, quoi. Donc C'était une bonne chose. Enfin, c'est toujours faut trouver le disons positif sur le négatif, mais. exactement, je cherche toujours à trouver du bon dans les merdes qui m'arrivent, quoi. Faut pas que ça Hmm. soit arrivé une merde comme ça et puis qu'il y a rien derrière. Faut qu'il en sorte un truc de bon. Hmm. Et bah là, c'est ma motivation. Mes séances d'eau, en plus j'ai la chance d'avoir je le dis à chaque fois, je dois saouler mes abonnés avec ça, mais j'ai un point fort d'eau. C'est ma séance préférée. Je me défonce sur le dos. Le rowing, c'est vraiment un exercice que je peux faire 6-7 séries. J'adore ça, quoi. Et il y a toujours cette petite voix du mec qui m'avait dit le sport c'est fini, quoi. Et à chaque fois je dis tiens regarde c'est fini, tiens allez encore une rep. Bah ouais mais c'est ça, hein. Oui, 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 c'est une certaine Non, revanche. bah après c'est propre à chacun, les motivations. Moi j'en vois comme ça, ils s'entraînent tout cool et ils écoutent leur Une fois j'ai vu un mec, je te jure, il faisait du squat avec son téléphone à l'oreille, il parlait comme ça. J'ai dit c'est pas possible, quoi. Moi quand je fais une série, je suis dedans à 2000%, quoi. J'entends même pas ce qui se passe autour, je suis dedans, quoi. Tu vois. Non mais c'est propre à chacun. Je pense qu'Enzo Fukra a un peu également cette mentalité, c'est-à-dire on est là pour bosser, donc autant bien bosser, quoi. Toi, tu peux pas te permettre de faire du squat en écoutant, enfin en étant sans être concentré, c'est pas possible, c'est pas sérieux déjà, c'est pas possible. Et Et puis puis, non, puis ça moi peut je veux être du dangereux. résultat. Je te dis, j'ai une activité artistique où j'ai besoin d'avoir un bon physique pour la santé. En plus, j'ai 51 ans, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut. Pour ça, le but de ma chaîne de base, c'était ça. C'était, bien sûr, les jeunes sont également bienvenus sur ma chaîne. Preuve en est Dragon Ball. Mais c'est donner l'espoir à ceux qui ont dépassé la quarantaine, voire la cinquantaine, qui pensent que voilà, ils sentent pas bien dans leur peau ou quoi, ils peuvent changer, ils peuvent décider de comment est leur corps, s'ils s'en donnent les moyens. Il Hmm. faut s'en donner les moyens, par contre, ça va pas venir tout seul. Mais pour ça, je dis si t'es frustré, si voilà, viens sur ma chaîne, viens, on va bosser ensemble, y a pas de souci. Tu fais quoi pour ta santé, hormis de t'entraîner? C'est quoi les petites Rituel. actions au quotidien, les rituels, ou est-ce que tu consultes des spécialistes, des experts? Non, le seul spécialiste, c'est un que j'ai rendu bien riche, c'est mon ostéopathe, chez moi, qui est devenu un pote tellement j'y allais souvent. Bah à l'époque de mon dos, parce que quand je savais pas encore que c'est une tumeur qui me faisait ces douleurs-là, j'allais me faire craquer le dos très régulièrement, toutes les semaines. Oh putain, j'en ai laissé de la thune. Arnaud, si tu nous regardes, remercie-moi pour tes vacances. Sinon, non, douche froide tous les matins au réveil à 4 heures, douche froide. Tiens donc. Je suis beaucoup dans la loi de l'Hormèse, c'est-à-dire que tu crées un stress à ton corps ton corps va être obligé de répondre. Et habituer son corps à répondre à un stress, ça te rend plus réactif dans la vie de tous les jours, quoi.
tu chopes un rhume, le rhume, j'ai chopé le Covid, le Covid, il m'a duré 4 jours. Tu dois bien connaître Pierre Dufresne, toi, non? Je suis toutes ces vidéos, ouais, tous ces genres de Tiens, trucs. bon, si ça t'intéresse, je te conseille l'épisode que j'ai fait avec lui. Ouais, j'irai voir. Pas de souci. 102 ou 103, je sais plus. Donc, une douche froide à 4h du mat en plein hiver, je peux dire qu'il faut y aller. Hein. Mais par contre, ça travaille également le mental. Tu vois, ça bosse le mental, puis ça te réveille d'un seul coup, ça te donne un coup de fouet, quoi. 0 cigarette, 0 alcool. Je fais gaffe à ce que je mange. Et puis je me complémente en vitamine D, zinc, magnésium, voilà, tout ce qu'il faut pour remplir les réserves qui auraient été épuisées par les entraînements intensifs. Ok. Tes repas, ils ressemblent à quoi? Alors en fait, je fais un repas solide, un shaker, voilà, comme ça. De temps en temps, je mange solide entre deux quand j'en ai un peu marre des shakers, mais ça ressemble beaucoup de viande blanche, beaucoup de poisson, beaucoup d'œufs. Alors je pense que j'ai fait un holocauste dans les œufs, moi. C'est-à-dire que j'achète par paquet de... Alors j'avais fait une vidéo là-dessus. Je demande vraiment aux gens d'acheter des œufs numérotés 1 ou 0. N'achetez pas des œufs de batterie, par pitié. Un peu de respect pour les poules, merde. Beaucoup de riz, beaucoup de pâtes. Alors beaucoup de pâtes avant et du riz après l'entraînement. Je privilégie les glucides à indice glycémique rapide après l'entraînement. Et beaucoup de fruits, énormément de bananes. Alors ça c'est pareil, les bananes j'en bouffe. Bananes, kiwi, quoi d'autre encore. Et je fais mes propres gainers, c'est-à-dire j'achète pas des gainers tout faits, je mélange de la whey avec de l'avoine et un peu de créatine. Et qu'est-ce que je mets d'autre dedans? Et du collagène. Voilà, je mélange ça et ça me fait mon gainer. Ok, bon, on voit que tu as été à plus ou moins bonne école quand même avec les influences de Gun-Deal, bon, je pense à Ryu. Ah oui, bien sûr. En plus, je me fournis chez Nutrimuscle, hein, puis Gun-Deal est derrière tout ça. Hein. J'ai plutôt confiance. Je veux pas acheter. Avant, j'achetais un peu tout et n'importe quoi. J'ai tout testé en matière de protéines, des trucs dégueulasses au possible, des marques américaines. Au début, c'était rempli de grumeaux. Les proches, je me rappelle, dans les années 90, c'était une horreur à finir un shaker, quoi. Bon, maintenant, ça a vachement évolué. Et je préfère rester dans l'européen, toi. Les produits, je pense, sont quand même un peu plus sûrs et il y a plus de suivi. Ouais, t'as raison. Malheureusement, moi, comme je suis à Montréal, au Canada, j'ai pas accès à Nutrimuscle. Ah bon? Alors j'ai accès à Nutrimuscle, mais par livraison, il n'y a pas de magasin ici. Enfin, ah oui, mais moi c'est pareil, c'est par livraison aussi. Ouais. Oui, non, je suis con, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le transport ici coûte beaucoup plus cher, évidemment, parce que de la Belgique ou de la France, de l'Europe à ici. J'ai fait une commande groupée avec un ami là un sac de ciment. Non, c'était pas un sac de ciment, c'est un pot de collagène qui ressemble à un pot de peinture. Ouais, où on se partage à deux. Enfin, qu'on se split à deux, quoi. Mais Nutrimuscle n'est pas ici et n'a pas encore sponsorisé le podcast. Ah ouais. Demande à Jérôme, demande à Gun-Deal. Ouais, bon, on verra. Je sais pas si j'ai envie de me faire sponsoriser encore. En tout cas, à long terme comme ça. Mais t'as combien d'abonnés au fait sur ta chaîne? Ah, ben ça je dis pas ça. Ça je te le dis en privé. Non, parce que t'aurais pu justement en jouant là-dessus, quoi. Je peux vous faire de la pub en échange. Oui, mais après, j'ai pas envie d'avoir une marque qui me. Moi, je préfère. Enfin, bon, on en discutera après parce que je pense pas que ça soit hyper pertinent. Mais effectivement, le nombre d'abonnés, je l'ai enlevé de YouTube, donc les gens le voient pas parce qu'encore une fois, je sais que ça crée un peu de curiosité. On peut arriver à se faire une idée quand on voit. Encore que c'est vrai que c'est pas facile parce que il y a des vidéos, il y a des podcasts qui ont vraiment explosé par rapport au nombre d'abonnés et d'autres où il y a beaucoup plus d'abonnés que de vues. Je me souviens, à titre d'anecdote, excuse-moi, je t'ai coupé, la première vidéo que j'ai fait chez Gun-Deal, j'avais été chez lui dans sa salle là, enfin dans son home gym. Ouais. J'avais, je sais pas, je devais avoir 4 ou 500 abonnés et j'ai fait 25 000 vues, tu vois. Donc et j'ai jamais refait 25 000 vues, alors que là je dois être à 2003 ou 2004 abonnés, je sais plus combien je suis exactement, mais oui, c'est assez décorrélé. Ça veut pas toujours dire quelque chose, quoi. Ouais, et tu vois, 25 000 vues, j'ai pas 25 000 abonnés pour autant. Donc en plus, ça intéresse pas forcément. Non, mais c'est comme ça que ça marche. Mais je te dirai après combien j'ai d'abonnés. En tout cas, je me réfère plutôt aux écoutes et peut-être que je donnerai un jour, je sais pas, les nombres d'écoutes par mois du podcast. Celui qui gagne combien j'ai d'abonnés.
Ouais, ouais. Mais il y a pas de personne me l'a jamais demandé, ou alors quelques personnes avec qui je discute comme ça avant ou après les épisodes, tiens, ou des gens qui ont des podcasts, tu vois, on peut en parler. Mais sinon, c'est le paramètre numéro 1 sur un podcast, c'est combien d'écoutes par mois. Sur une chaîne YouTube, ça va être le nombre d'abonnés ou alors les vues. Mais sur un podcast, c'est le nombre d'écoutes par mois, parce que c'est ce qui permet de voir de manière générale l'évolution des écoutes et les gens qui reviennent régulièrement. Et puis bon, bref, on discutera de tout ça après si tu veux. Est-ce que si tu reviens 10 ans ou 20 ans en arrière, est-ce qu'il y aura un conseil que tu aurais aimé entendre, que tu aurais aimé avoir? Sur quel sujet? Le muscu, Ça peut être sur, je sais pas, sur ta pas carrière, mais alors tout ce qui est professionnel on oublie puisque tu peux pas en parler, mais peut-être sur l'entraînement, la philosophie de vie, choix artistique. Bah, j'ai tellement d'activités. Bah, je t'en parle après parce que je suis aussi illustrateur. Je fais des livres pour enfants. Putain, et t'en fais des trucs quand. J'ai un emploi du temps bien chargé. Ouais. C'est pour ça quand je dis, il y en a qui me prennent la tête pour ma chaîne. Genre, quand je leur dis que YouTube c'est vraiment une petite parenthèse dans ma vie, c'est exactement ça, quoi. Le seul conseil, c'est n'écoute pas les. Comment je pourrais dire? N'écoute pas ceux et celles pardon qui essayent de te décourager dans ce que tu entreprends. Au début, quand j'ai dit que je voulais faire du cinéma cascade, on me dit ah, laisse tomber, parfois aussi t'as pas le physique, machin, blablabla. Bon bah j'ai bossé pour, j'ai réussi. Quand j'ai voulu faire de la muscu, ah mais c'est pas pour toi la muscu, regarde t'es trop maigre, machin. Mais j'ai bossé, je suis pas énorme, hein, mais bon, par rapport à avant, j'ai le résultat que j'espérais. C'est vraiment suis ta ligne de conduite et trace, quoi. Écoute pas. Tu sais, James Cameron, on lui a dit Titanic, ça sera une merde. Hein. Le fais pas, ça marchera jamais. C'était le film qui a été le plus vu, tu vois. Il a fait son truc. Voilà, c'est pareil. Fais ton truc, t'occupe pas, fais, trace, vas-y. Voilà. T'as eu des influences? Une influence, un mentor, un modèle, quelqu'un à qui tu penses? J'en ai plusieurs, vu que j'ai plusieurs activités. Disons, les arts martiaux, forcément, c'était Bruce Lee, Jackie Chan. La musculation, c'était Schwarzenegger. Parce que moi, je suis né en 70, donc on avait que lui au départ, hein, de très connu en tout cas. Après, dans l'illustration, j'étais un grand fan de Franquin, de Maurice. J'ai absolument tous les Lucky Luke. Hergé, j'ai même eu la chance de rencontrer un des dessinateurs d'Hergé, qui travaillait à la préfecture de police d'ailleurs, qui était aussi policier, qui travaillait en plus dans l'illustration. Et on a la chance, c'est que dans chaque discipline, t'as un génie, tu vois. La musique avait Mozart, la muscu avait Schwarzy, les arts martiaux Bruce Lee, etc., etc. Il y a toujours par siècle, t'as toujours un qui sort du lot, quoi, et qui va influencer les autres. Donc moi, voilà, c'est ces gens-là. Hein, c'est un peu banal, hein, mais ouais, Schwarzy, Bruce Lee, de par leur pas forcément pour le résultat qu'ils ont eu, mais pour le chemin qu'ils ont fait pour y arriver. Pareil, ne rien lâcher, travailler. Tous ces gens-là dont je te parle, de Mozart à Schwarzenegger, c'est des gens qui ont bossé. Ils avaient le talent de base, mais ils ont travaillé ce talent, quoi. Tu sais, Mozart, il disait, on lui disait, mais comment vous faites pour faire des partitions pareilles? Il disait, c'est simple. Je mets ensemble des notes qui s'aiment. Moi, c'est pareil. Quand je vais faire mes exercices de muscu, je fais pas des trucs au hasard. Je sais que tel exercice va suivre celui-là, parce que voilà, ça fait une séance plutôt coordonnée. Si tu pars dans tous les sens, tu vas faire de la merde, quoi. Donc, ouais. Et c'est ça, quoi. Je suis en train de regarder la série sur Orelsan là. Ne montre ça à personne. Bon, tu vois qui c'est Orelsan, le rappeur français, ouais. qui a explosé, qui a explosé, qui est très populaire et puis qui fait des trucs plutôt cool. Je suis pas rap, mais j'ai écouté ses albums et ben dans ce documentaire, j'en suis encore au début là. Ça dit vraiment ce truc là, c'est qu'il avait du talent dès le départ et le mec n'a pas ne s'est pas reposé uniquement sur son talent d'écriture ou sur son flow, sur sa façon de faire. Il a dû à un moment donné se sortir un petit peu les doigts et bosser pour en arriver là. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y en a un qui démarre avec un certain talent, mais c'est un petit peu le pied à l'étrier. Mais si derrière tu continues pas ou que tu t'arraches pas, il risque pas de se passer grand chose. Je pense que j'ai pas d'exemple de quelqu'un qui est arrivé là comme ça uniquement parce qu'il avait du talent et puis
là, Non, aucun, non. qu'il a réussi dans son domaine, quoi. Et puis après, faut pas se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire que, bon, je vais encore citer Molière, on va dire il se la pète, mais bon, peu importe. C'est dans Don Juan, il a écrit lorsque l'on est maître, c'est-à-dire que lorsque tu as atteint la maîtrise de ton truc, il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter. C'est-à-dire la passion se termine. Tu vois, une fois que tu as atteint ton niveau, bon, et après. Donc le but c'est toujours de se réinventer, de rechercher. Toi en muscu c'est pareil, quand un programme te saoule et que tu progresses plus, bah tu le changes. Bah, dans toutes les activités de la vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire faut pas se contenter. C'est bon, j'ai atteint le niveau que je voulais. Ouais, j'arrête parce que dans ce cas-là, ben t'as fait tout ça pour ça. Non, moi je veux jusqu'au bout. Il y a toujours un truc à apprendre. Il y a toujours sur le chemin, tu vas toujours faire une rencontre, tu vas toujours apprendre un nouveau truc qui va te refaire évoluer. Parce que une fois que t'es en haut, à part redescendre, toi, moi si je suis en haut, je veux continuer de grimper quoi. Il faut. Non, mon leitmotiv c'est ça. Tu m'en disais tout à l'heure. Quelle est ma philosophie? C'est toujours avancer. Même il y a toujours à apprendre. Tu peux toujours apprendre de n'importe qui, même un plus jeune. C'est pas parce que j'ai 50 pistes que je vais pas écouter les conseils d'un mec de 30 ans quoi. Il faut être curieux de tout. Il faut toujours être curieux. Il faut pas se dire ça y est, j'ai atteint mon but. Non, t'as jamais atteint ton but. C'est pas vrai. Tu peux toujours faire encore plus. Voilà. Est-ce que tu aurais un livre à me recommander? Un bouquin déjà, qui t'a moi, marqué. étant très très attaché à la nature, je recommanderais La vie secrète des arbres. Vie secrète des arbres. Qui explique en fait, qui t'explique comment on a découvert qu'en fait un arbre. Alors je dévie complètement. Un arbre, c'est un être vivant à part entière. Tu vois, c'est vraiment une vie végétale. C'est-à-dire qu'on pense avoir inventé Internet, mais Internet, ça existe depuis la nuit des temps, par les racines. Les arbres communiquent entre eux. Je vais donner un exemple tout bête. Il en parle d'ailleurs dans le livre. C'est que en Afrique, alors je sais plus quel arbre c'est. Par contre, les girafes sont très friands d'une feuille de. Excuse-moi, je me souviens plus du nom de l'arbre. Donc, elle va croquer dans cette feuille. L'arbre va prévenir les autres arbres qu'il est en train de se faire bouffer. Les autres arbres vont produire une toxine dans les feuilles et les girafes le savent. Elles vont pas toucher aux autres arbres. Tu vois, il y a une communication. Un arbre qui est malade, les autres vont le soigner. Tu vois, c'est tout un tas de trucs comme ça et ça ressent. On a même découvert récemment que via les feuilles, il y a une substance dans les feuilles. L'arbre perçoit les couleurs, certaines couleurs, certains spectres. Il perçoit la lumière. C'est pas juste un truc comme ça inerte. Donc, c'est un livre hyper intéressant que je conseille. Après, ça dépend les goûts de chacun. Moi, j'aime bien. Ça m'a presque donné envie de. Enfin, c'est pas presque, ça m'a donné envie de m'y intéresser. De Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres. Il avait un nom compliqué. Je le cherchais en même temps que je parlais. C'est pour ça que je cherchais mes mots. Je trouvais plus le nom de l'auteur. Sinon après, c'est propre à chacun. Moi, j'aime bien Guy de Maupassant, j'aime bien Molière, j'aime bien les Agatha Christie. Autant je peux tout lire, autant je peux tout écouter en musique. Tu vois, je peux passer du classique au rap en passant par le dubstep. Je peux écouter du Stupéflip et écouter du Cannibal Corpse. Vraiment, j'écoute de tout, quoi. C'est vraiment en fonction de mon humeur. Beaucoup de musique de film, j'écoute énormément de musique de film. Je suis sur Dune en ce moment, j'ai vu Dune, j'ai adoré la musique, je me la passe en boucle. Voilà, bon après c'est mes goûts à moi, je sais pas si ça intéressera vraiment. Non, mais c'est juste pour avoir quelques références. En tout cas, La vie secrète des arbres, je le note, je l'écris dans les notes là pour ceux qui les lisent. Sinon après ça a donné envie. Je lis pas énormément, mais la biographie de Schwarzenegger, la biographie de Clint Eastwood, la biographie de tous les gens que j'ai suivis, quoi, Jackie Chan et tout ça. Je suis en train de lire ça en ce moment. Voilà, après bon c'est des romans, des trucs, je pense que ça va pas intéresser grand monde, mais c'est pas. Moi, ça me suffit. C'est pas très original, mais La vie secrète des arbres, vraiment, c'est un truc à lire et je pense qu'il devrait être enseigné aux enfants à l'école, ce bouquin. Bon, moi, par exemple, je vais en forêt, je dors en forêt la nuit, toi, quand je je suis originaire de Bourgogne, je prends mon lit de camp, hop, je vais dormir à la Belle Étoile, parce que j'adore ça, quoi. Je suis vraiment un fou de nature. Je vais faire beaucoup de méditation, je fais beaucoup de méditation aussi, de techniques de respiration que j'ai appris avec les arts martiaux, forcément. Et c'est un truc indispensable vraiment pour tout remettre à zéro, quoi. La vie parisienne étant relativement stressante, c'est quelque chose qui m'est indispensable. Bon, bah écoute, j'aime bien cet équilibre, sagesse et force en même temps.
que tu as l'air de représenter, ou enfin pas représenter, mais d'incarner, détermination et d'un côté pied sur terre. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je mettrai tes deux profils Instagram dans la description. Je mettrai ta chaîne YouTube aussi pour ceux qui veulent aller regarder ce que tu proposes, un petit peu les formats de podcast. Alors moi je te recommanderais, évidemment, ça te fait du travail en plus et c'est peut-être pas ce que tu as envie, mais je te recommanderais les podcasts que tu fais en vidéo sur ta chaîne, de les mettre sur les applications. Si ça t'intéresse, je t'expliquerai comment faire si tu sais pas. On m'a dit ça récemment, je sais pas qui, il y a un ou 2 jours, on m'a dit ouais tu devrais faire ça, mais je connais pas trop comment ça fonctionne. Et juste petit aparté, si les gens ne connaissent pas ma chaîne YouTube, je fais venir aussi régulièrement des guests. Par exemple, j'ai parfois des acteurs de Kaamelott qui viennent, ou des chanteurs ou des comédiens qui viennent faire une petite apparition sur mes vidéos, histoire de rajouter un peu d'originalité et sortir un peu du lot, comme on dit, de ce milieu saturé. Donc j'essaye à la fois d'expliquer des choses aux gens tout en apportant un petit divertissement, tu vois, une petite originalité, sans prétention aucune, hein, mais à mon petit niveau, ça me permet un peu de sortir un petit peu, toi, de tous ces géants du feed game. Du muscle et des stars, c'est ce qui est écrit sur ta bannière, donc c'est ça, ouais. Ça correspond bien. Très prochainement, je vais faire un podcast avec Ross Marquand, qui est l'acteur qui a incarné Crâne Rouge dans Avengers et qui est dans la série The Walking Dead, qui joue Aaron. J'ai vu. C'est un très bon pote et on va faire un truc prochainement ensemble. Ok, peut-être que l'épisode sera sorti, peut-être que ce que tu vas faire avec lui sera sorti avant, pendant ou pas très loin de ce podcast, de l'épisode qu'on a enregistré aujourd'hui. En tout cas, je renvoie tout le monde à aller regarder tout ça. Et puis non, je pense que c'est pas trop mal. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous au podcast si vous le découvrez, si c'est pas encore fait. Allez sur Apple, suivez, follow, rédigez un petit avis aussi si ça vous a plu. Comme d'habitude, le petit commentaire, le petit commentaire de petit podcast. Le petit référencement. Ouais, avec une note de 5 étoiles. Si vous voulez augmenter la possibilité de ce podcast de grossir. Moi aussi, que je m'exprime pas très bien aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Laissez une note, abonnez-vous au podcast. Il y a de bons épisodes qui vont suivre. Et puis, je pense que c'est tout. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast qui se trouve à biomechaniquepodcast.com/lettres. Avec quelques actus. Allez regarder la page et puis si ça vous intéresse, laissez votre mail. Il y a pas de spam, il y a pas de, j'harcèle pas ou quoi que ce soit. En général, c'est des petites des newsletters où je reviens sur soit une actu, soit un sujet sur le corps, soit une petite description anatomie, comprendre un petit peu comment fonctionne une blessure, comment se sentir mieux, comment être en meilleure santé, c'est un peu le délire. Et puis des fois des petites anecdotes ou des sujets qui tournent autour des podcasts que j'enregistre. Je pense que tout est dit. Partagez aussi cet épisode, ça c'est le dernier truc, comme d'habitude sur Instagram vous pouvez prendre une capture, avec Spotify vous pouvez directement aller dans les paramètres et partager en story. Vous identifiez le Biomécanique Podcast, vous pouvez identifier les deux Instagram de Chris que vous retrouverez dans la description. Et puis comme ça, c'est le petit bouche à oreille numérique. On a parlé beaucoup de bouche à oreille tout à l'heure, physique. Le numérique pour faire connaître un contenu comme celui-ci, c'est via les réseaux sociaux, qui est plus puissant en termes on atteint beaucoup plus de monde. Par exemple, tu fais une story, tu vas atteindre 100, 200 personnes d'un coup qui vont voir ta story, qui vont dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce podcast, je risque d'aller m'intéresser. C'est peut-être moins puissant en termes de confiance quand tu parles de quelqu'un tiens, va voir cette personne-là, il fait de bonnes cascades ou quoi, ça va être plus puissant. En story, ça va être moins puissant, mais par contre, tu vas toucher beaucoup plus de monde. Donc voilà, on va dire que ça s'équivaut. Tout est dit, prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Faites-vous plaisir à écouter Biomécanique. Et puis passez une bonne journée. Merci Chris. Tchuss, merci à toi.